Vous écoutez un podcast Galaxy Pop. Galaxy Pop. Ouais, ça sent le soufre. Ouais. Ça sent vraiment le soufre. Oh oui. Ouais, ça sent le soufre. Ouais. C'est une expression. Ah pardon. Non mais, sans blague, vous sentez le soufre, vous? Ah oui, alors. Je vous jure que c'est à moi. Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode de La Soufrière, épisode de dossier aujourd'hui. Avant de vous dire un petit peu de quoi il va en retourner, déjà, Corée, tu es parmi nous, comment vas-tu? Je sens le souffle. Bah moi pas trop, figure-toi. Oui. Mais je pense que tu as des problèmes de nez en fait, donc Ah là on verra, parce que là, je vais pas dire que ça va être l'épisode de la Discord, mais peut-être que c'est l'épisode sur lequel on va être le moins raccord, mais bon, c'est bien, on va pouvoir échanger nos différents points de vue. Alors déjà, avant tout, Corée, je dois te dire que tu as une très mauvaise influence sur moi. I hate you so much. Voilà-t-il pas que j'ai commandé et reçu en plus le roman de Jeanne d'Arc de Mark Twain. Cette putain de pavasse qui sera peut-être ma lecture de l'été. Alors je ne te remercie pas. ouais, t'as Voilà, même comme pas quoi fait de tu- on pastille sur ça. Je suis très déçue pour On toi, s'influence. Bah non, ah, c'est vrai, il faut déjà que je le lise. Ah, tu veux dire pour la pile à lire de l'été? Pete. Ouais. Ouais, je garantis pas que je vais le lire cet été. Hein. J'ai beaucoup de Ah trucs bah à tout, lire et mais c'est... on parle pas des choses qu'on est obligé de lire cet été, c'est ceux dont on a l'intention de lire cet été. Je pense que tu as très Ah ouais, non, envie. non. Parce que moi j'ai vu la Moi, je tranche triche du pas. livre du coup. Ça te prend 2 soirées, Roland, c'est pas... Oh la vache, il faut au moins 500 pages la bestiole. Hein. Oh la vache. C'est le genre de livre, tu sais, si jamais tu commences à le lire au lit, il est tellement lourd que si tu t'endors, tu te le prends sur la gueule et ça Ouais. t'assomme complètement. Donc je sais pas. Tu vois, quand tu t'es moqué de moi la dernière fois, parce que oui, en off, on se moque de nous-mêmes, hein, sur mon coussin de lecture, tu vois, là, t'aurais pas mal Ah au oui. poignet. Non mais du coup, Voilà. ça ne sert à rien ton coussin de lecture. Si, il me sert vachement pour mes poignets, arrête. Aïe, 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 aïe. Enfin bref. Alors Corée, déjà, avant de commencer, est-ce que tu voudrais pas qu'on fasse un petit retour vite fait sur les dernières Gazettes du Souffle, parce qu'on a eu quand même pas mal de retours par rapport Oui. aux précédents épisodes. Vous avez été très nombreux, en tout cas plus nombreux que d'habitude à nous faire des retours sur la dernière Gazette, et on vous en remercie. Dans les retours qu'on a eu concernant l'affiche d'Olivier Ledroit, alors oui, Mère Green, on a dit une succube pour la deuxième fois, je plaide coupable. Mais en même temps, est-ce que je vais vivre dans un monde où on dit un succube et un Game Boy? Je suis pas du tout sûr de ça, mais promis, je ferai attention la prochaine fois, et je dirai un succube. Allez, poké. Tu feras ça tout seul, hein, Pourquoi? parce que moi, je vais oublier. Moi, dans ma tête, c'est que t'es une succube. Dans le lexicoré, le succube, je fais très attention pour Mère Green, mais le succube est féminin, donc c'est mort pour toi. hein. Bah oui, c'est pas évident, hein. Non, Sacrée mais- gymnastique. Alors, toujours sur l'affiche, autre retour qui nous disait que c'était dommage que les gens prennent l'illustration comme un repoussoir au lieu de se questionner sur le pourquoi de cette affiche et d'aller un petit peu à la genèse du truc. Alors oui, je suis d'accord globalement, mais après, ça demande quand même un certain effort. Et j'avoue que même si moi, parfois, j'arrive à avoir cette démarche devant un truc que je comprends pas forcément au premier abord, je garantis pas que je le fais forcément à chaque fois et surtout. Mais sur le principe, en tout cas, oui, je suis d'accord. D'ailleurs, j'espère qu'à notre modeste échelle, le podcast aura eu à la bonne idée d'apporter quelques clés de compréhension aux gens qui ne voyaient en cette affiche qu'une femme dénudée. Et j'espère qu'on aura au moins débroussaillé un petit peu le terrain. Moi, je te dis, comme la dernière fois, j'attends l'année prochaine, voir les prochaines affiches et comment ils vont faire. Est-ce qu'il y aura quelque chose là-dessus, pas dans le sens polémique, parce que il y a des polémiques qui n'ont pas lieu d'être, mais dans le sens de est-ce que ça a apporté quelque chose dans la réflexion, cette polémique? Parce que le but d'une polémique, en vrai, c'est d'apporter une réflexion, tu vois. Enfin, pour moi. Après, il y en a qui les font juste pour les faire. hein. Ça, c'est un autre débat. Et juste terminer là sur cette histoire d'affiche, j'en profite pour dire 2 mots sur ma copine Karna du podcast Manga Insight, qui a été à la Japan Expo cette année et qui a réalisé une interview d'Olivier Ledroit justement à la Japan. Donc Olivier Ledroit qui était l'auteur de
de l'affiche de Trolls et légendes. Alors j'ai hâte d'écouter ça, je lui ai posé la question si elle l'avait justement interrogé sur la polémique qu'il y avait eu autour de l'affiche, mais elle n'était pas du tout au courant de cette histoire, donc elle n'a pas posé de questions sur le sujet, mais reste que j'ai quand même hâte d'écouter le bonhomme, j'ai hâte que son entretien sorte. Ouais. Après sur Grasset et Bolloré et compagnie, on s'était posé la question sur le fait que Bolloré était peut-être en situation de position dominante sur le marché de l'édition. On m'a gentiment glissé que ce n'était pas le cas et que les autorités avaient justement empêché le rachat d'Editis par l'Empire Bolloré pour éviter cette situation. Comme quoi, les garde-fous existent et fonctionnent partiellement. Ouais. J'ajoute quand même que même si on n'est pas dans une situation ici de position dominante sur le marché, on voit quand même pas mal de maisons d'édition passer sous sa coupe. Et moi, ce qui m'interpellait surtout avec toi, c'était justement que la pieuvre Bolloré, à travers les différents médias, éditions, cinéma, télévision, journaux, était quand même... avait quand même un doigt sur pas mal de trucs, et c'était surtout ça sur lequel on voulait pointer à mettre notre doigt, le principe que c'était pas que l'édition, quoi, c'était vraiment tout l'empire médiatique. Et Gagagou, justement, à ce sujet, m'avait fait remarquer que c'était pas la première fois, et que déjà à la période Berlusconi, les Italiens avaient connu ça. C'est vrai, mais bon, on a vu aussi les dérives que ça pouvait entraîner, et ça prouve que c'est pas forcément une bonne chose, quoi. Je pars du principe que si un milliardaire avec des idées politiques a très très envie d'investir dans la culture, c'est que la culture est importante. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et puis oui, on a eu pas mal de retours aussi sur ce que j'ai pu dire concernant Bastien Vivès. Alors je me doutais bien que c'était peut-être là qu'on aurait le plus de désaccords, et effectivement, alors je vais pas en redire beaucoup plus et revenir sur la polémique, on a pas mal échangé avec les copains sur le sujet, et oui, on a quand même des grosses divergences de points de vue, mais on a pu discuter sans que ça dégénère entre personnes intelligentes, et ça c'était très cool. Je veux juste dire que je suis complètement conscient que Vivès a des problèmes de comportement dans certaines de ses prises de parole, sur internet ou dans la presse, et qu'il peut parfois avoir tendance à se victimiser, ce qui en agace plus d'un. Alors ça, oui, je vous l'accorde. Le seul point sur lequel je suis pas forcément d'accord, c'est concernant ces bouquins. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre qu'on ne peut pas prendre ces ouvrages qui ont fait polémique comme vraiment du second degré, sans derrière voir que c'est avant tout de la déconne, de l'humour potage, du gras, du provocateur, alors qui plaît pas forcément à tout le monde, mais pour moi, ça reste quand même une bonne dose de second degré. Et je suis conscient que ça ne plaît pas à tout le monde, mais les copains, je suis d'accord, vous avez parfaitement le droit de ne pas aimer le bonhomme, de ne pas aimer son travail, de ne pas être d'accord avec moi, j'ai pas de souci avec ça. Primo, on peut toujours se mettre d'accord de pas être d'accord. Secondo, on en reparlera à la fin de l'épisode, ça va être rigolo. Oui. Et enfin, dernière chose, la question récurrente de Mergreen qui veut à tout prix savoir si La Soufrière sera un podcast uniquement littéraire. La réponse est non. Mais il faut aussi voir qu'on a un rythme d'un dossier un mois sur deux, et qu'on est qu'au 4e dossier, et ce qui nous a d'abord réunis avec Corée, c'est avant tout les livres, donc il faut nous laisser un petit peu le temps de démarrer. Et alors oui, il y aura probablement des épisodes sur autre chose que la littérature, on traitera forcément à un moment donné de cinéma, Oui. mais soyez un peu patients. Je pense qu'on se garde aussi certains sujets pour des périodes où on aura un petit peu moins de temps pour préparer les dossiers. Cela dit, spoiler alert, on avait dit qu'on ferait ça cet été. Oui, mais non. Quand on aura des mois un peu plus chargés, peut-être qu'on partira là-dessus. Quand Corée voudra pas se taper des bios à 800 pages, peut-être qu'on tapera là-dedans. Mais ça viendra, vous inquiétez pas. Oui. D'ailleurs, en avant-première, j'annonce que le prochain dossier ne portera pas à proprement parler sur un livre. On restera quand même dans le domaine du papier, mais on va commencer à élargir un petit peu nos horizons. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Bien, alors, Corée, Oui. cet épisode, de quoi qu'est-ce qu'on va parler ? Parce que c'est toi qui as choisi le Ah bah oui, moi tu m'as dit t'as le droit de choisir. J'ai bien compris que Mark Twain, ça t'avait un petit peu déboussolé parce qu'on était parti très très loin dans le passé. Donc je me suis dit on va prendre quelqu'un d'un peu plus actuel et quelqu'un aussi que j'avais très envie de découvrir parce que je connaissais cette autrice parce que je l'ai toujours vue en fait quand j'étais petite entre guillemets. J'ai vu ces livres dans la bibliothèque de ma maman, mais je ne l'avais encore jamais lu. Et cette autrice, c'est Françoise Sagan. Et contrairement à une certaine Anne Rice, il y a eu un de ces livres qui a fait polémique, et c'est Bonjour Tristesse. Alors c'est intéressant parce que déjà c'est la première femme qu'on va traiter dans La Soufrière, Ouais. et en plus c'est à l'heure où on fait cet épisode, ça va être
l'autrice la plus contemporaine qu'on va traiter aussi. On remonte dans le temps. On est parti Oui, de Diderot et là on arrive. Ça y est, on arrive au 20e, les on gars. arrive au 20e et du coup, on découvre les archives des interviews. Donc, nouvelle passion développée chez Corée, enfin, nouvelle obsession, c'est les archives de l'INA. Connaissez-vous l'INA? On avait glissé 2-3 extraits qui étaient dispo sur l'INA concernant Boris Vian. Concernant Bobo, mais là, Françoise Sagan, ouais, Françoise Sagan, il y avait un peu plus de choses. Et je pense que je me suis endormie sur des choses très, très poussées dans les interviews de Françoise Sagan. Bonne nuit tristesse, quoi, en gros. Non, même pas bonne nuit tristesse, mais je vous raconte juste l'anecdote. En fait, Françoise Sagan a été invitée dans une émission littéraire et il y a un mec qui a écrit en gros 800 pages sur Voltaire pour dire qu'en gros, il se faisait sodomiser pour de l'argent. Et ça le rendait son anecdote hyper truculente pour lui. Et là, je me dis, 800 pages sur Voltaire, non, je ne lirai pas cette autobiographie, enfin, cette biographie, s'il vous plaît. Donc, on ne fera pas d'épisode sur Voltaire. Et c'est déjà un non. Et je voyais la tête de Françoise Sagan complètement hallucinée devant ce mec qui était en train de s'exciter tout seul. Et moi-même, je pense que je me posais des questions sur la sexualité de ce gars en direct live. Et dès qu'elle a voulu participer un peu à la discussion, on l'a très très sèchement rembarrée et on l'a renvoyée à ses bouquins. Voilà. Ça promet. Et je me suis endormie sur ça. Je me suis J'espère que t'as endormie fait de sur beaux ça, rêves. sur Voltaire qui aimait beaucoup se faire sodomiser pour de l'argent sur ses pièces, enfin, sur ses œuvres. Oh là là, c'était... Ouais, tu me fais passer des nuits étranges, Roland, je tiens à dire. Moi, je plaide non coupable. Hein. Je ne sais pour rien. J'ai envie de dire, c'est de la faute à Voltaire, hein, comme dirait la chanson, quoi. Exactement. Exactement. Donc, n'hésitez pas, je tiens à le dire aussi, c'est que le site de streaming de l'INA ne coûte que 30 balles à l'année, même pas 20 ou 30 balles à l'année. Et vous avez des tonnes de choses dessus, y compris tout l'été, il était une fois l'homme, la vie, tout ce que vous voulez. Ça peut Ah, être yes. génial pour les gamins. Ouais. Et beaucoup d'interviews, beaucoup de pièces de théâtre et beaucoup de films, de vieux films et aussi des séries. Donc, je pense que l'investissement est plutôt bon. Voilà. Et y compris si vous avez envie de vous endormir sur la vie sexuelle de Voltaire, c'est... voilà. Le rendez-vous est pris. Bien. Alors, Corée, est-ce que tu nous aurais pas lu un petit peu une bio en rapport avec la vie de Françoise Sagan? Bien sûr, j'ai lu une bio qui est un peu plus sélective, c'est-à-dire que c'est Sagan 1954 de Anne Berest, qui est une journaliste. Et j'ai beaucoup ri parce que je m'étais un petit peu gaussée en disant oui, c'est quand même mieux les bios chronologiques, machin. Et évidemment, qu'est-ce que j'ai pris? Une bio thématique. Mais elle faisait que 200-300 pages, c'est quand même mieux. Ah, Avoue. ça va, ça va. Ça va. Par contre, elle était extrêmement bien faite. Alors, si jamais vous voulez lire Sagan 1954, vous pouvez tout à fait. Enfin bon, bref. Donc l'autrice se débrouille très très bien et surtout s'est concentrée sur 1954, l'année qui nous intéressait pour Bonjour Tristesse. Pour le reste, surtout, vous avez Wikipédia en vrai. Hein. Vous avez d'autres biographies et vous avez plein d'interviews sur YouTube aussi, ça marche très bien. Est-ce que tu vas en apprendre un peu plus sur Françoise Sagan? Allez, vas-y, fais-moi rêver. Je te vends toujours du rêve, tu le sais bien. Donc Françoise Sagan est née sous le nom de Françoise Coirez. Je ne sais pas si on dit Coirez ou Coiré, mais bon, passons. Le 21 juin 1935 à Carjac et elle est décédée le 24 septembre 2004 à Équemauville. Sa mère est issue d'une famille de propriétaires terriens, les Lobards, et son père est ingénieur. Ça me rappelle un peu Boris. C'est vrai. Bah, un peu Twain aussi, d'ailleurs. Un peu Twain, sauf que Twain, lui, il a galéré. Et la famille Coirez, par contre, n'a pas eu tant que ça de soucis d'argent. Donc, le papa Coirez dirige la Société des Fours Rousseau à Argenteuil. Françoise, c'est la 4e enfant de la famille et elle a eu une enfance extrêmement libre car son frère Maurice, donc le 3e, est mort en bas âge. Et on sent que clairement,
Elle a été un enfant un peu miracle, un peu, je vais pas dire de remplacement parce que c'est pas vraiment ça, mais de compensation, émotionnelle. Mmh. Et donc ses autres, son autre frère et son autre sœur ont toujours dit que, elle a été très gâtée et en fait, c'est surtout, qu'elle a pas été élevée comme une fille, mais plutôt comme un garçon. Ah et tu crois que c'est lié à la mort de son petit frère? Oui, clairement, D'accord. clairement et ça a été reconnu dans la fameuse biographie, Sagan 1954. Qui plus est, la mort de Maurice lui a été cachée pendant très longtemps. Oh. Oh les secrets de famille, quoi. Ouais, les secrets de famille, donc elle a jamais vraiment compris pourquoi elle était dans cette situation-là. Bon bref, durant l'occupation, elle vit à Lyon. Quand elle a 10 ans en 1945, elle voit au cinéma un film d'actualité sur les camps de concentration et ça l'a marquée à jamais. Surtout que, ses parents étaient antisémites avant la guerre et pendant, ils ont quand même caché des juifs, parce qu'ils trouvaient que c'était, complètement inhumain le traitement qu'on leur infligeait. Ça les a pas empêchés de redevenir antisémites après, tu vois? Comme quoi les préjugés des fois, comme quoi on peut être antisémite et humain. Bref, Ah mais c'est intéressant parce qu'on voit que c'est c'est très jamais tout blanc ou tout intéressant noir, quoi. Mmh. parce qu'on voit le climat, qu'il y avait à l'époque et l'antisémitisme virulent qu'il y avait encore à l'époque et c'est assez, ouais, c'est très bizarre parce que c'est plus «tout blanc ou tout noir» comme «aujourd'hui» entre guillemets, mais il y a plein de nuances de gris. Après la guerre, il retourne sur Paris et elle se fait, souvent envoyer des écoles. C'est un petit peu le petit diable, tu vois? Et ça lui en plus, c'est une cadette, donc je te laisse imaginer le bordel, hein. Ça lui laisse ce temps de lire un max, parce que quand elle est pas à l'école, du coup, elle lit et ce qui explique qu'elle a une solide culture littéraire quand elle entre au cours Attemer à Paris, où elle se lie d'amitié avec Françoise Malraux. En 1951, elle loupe la deuxième partie du bac, ça va te rappeler quelque chose, et elle le repasse Oui. l'année suivante. Elle s'inscrit à la Sorbonne et elle fait la fête avec son frère Jacques. C'est au cours de cette année de faculté qu'elle commence à écrire Bonjour Tristesse, dont elle emprunte le titre à un vers d'Éluard. Elle échoue à son examen et de défi, elle termine son livre en été. Elle l'envoie à 3 éditeurs, c'est Julliard qui l'accepte. Et juste avant que Plomb commence à dire oui, ce serait peut-être bien qu'on change quelques petits trucs à ton roman, mais en vrai, si tu fais exactement ce qu'on dit, on te publie. Le livre connaît un succès immédiat, mais il fait scandale. Dans la même année, en 1954, elle se voit commander par le magazine Elle une série d'articles sur l'Italie et elle commence à se faire son carnet d'adresses. L'année d'après, elle part pour New York pour faire la promotion de son livre. On rappelle qu'elle parle très très peu anglais. Et son deuxième roman paraît en 1956, Un certain sourire. Et elle se prend au jeu du casino. En fait, son père lui dit qu'avoir autant d'argent aussi jeune, c'est dangereux. Donc elle le dépense en voiture de sport et dans un manoir. En 1957, elle perd le contrôle de son véhicule et elle a beaucoup de fractures. On lui a administré du Palfium 875, qui est un dérivé de la morphine. Et à un point que lorsqu'elle elle a les os qui sont ressoudés et qu'elle n'a plus de douleur, elle est obligée d'entamer une cure de désintoxication parce que la morphine, bizarrement, c'est hyper nocif et addictif, le petit lapin. Oui, oui. Donc t'imagines que même pas à 20 ans, elle est obligée de faire sa première cure de désintox à cause d'un hôpital. Mmh. Ouh! En 58, elle épouse l'éditeur Guy Scholler, rencontré pendant sa tournée aux US. Il est plus âgé qu'elle de 20 ans et elle en divorce en 1960. Elle se remarie en 62 avec un mannequin américain, Robert Westhoff, dont elle aura un fils. Le couple divorce en 72. Ce qu'elle ne révèle pas au public au début, c'est sa bisexualité. Et en fait, il s'est avéré qu'elle a eu des aventures et surtout des relations très longue durée avec des femmes comme Peggy Roche, une styliste et journaliste de mode. Françoise a écrit plus d'une vingtaine de romans, mais elle a aussi œuvré dans des pièces de théâtre. Et elle a fait aussi des nouvelles. Elle est aussi assez engagée politiquement, donc on sait qu'elle a beaucoup financé par exemple les avortements de ses camarades de classe en 1954, parce qu'à l'époque, quand tu voulais avorter, c'est où tu t'exilais en Suisse ou en Angleterre, ou tu te faisais avoir par ce qu'on appelle une tricoteuse et tu risquais une énorme hémorragie, et surtout la prison. En 1960, elle signe aussi la déclaration des droits à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, ce qui lui a valu qu'on plastique sa maison en 1962 par l'OAS.
Elle a signé aussi le manifeste des 121 qui confirme son droit à l'insoumission. Et enfin, elle a aussi activé en mai 1968, en subissant un peu les colibis des gens parce qu'ils disaient que, grosso merdo, elle arrivait en voiture de luxe. Et puis elle a fait, bah oui, mais bon, au moins, je viens, quoi. Et en 71, elle signe le manifeste des 343, plus connu sous le manifeste des 343 salopes. En 1954, il y a eu ce qu'on appelle l'appel de l'abbé Pierre, je sais pas si tu te rappelles. Ah bah Ah non, bah oui, t'étais pas né, Loulou. je me rappelle, par procuration. Ah oui, non, j'étais pas né, non. L'année de Bonjour sur... Bah Mais non, oui. t'étais pas né, je te taquine. C'était à l'époque où l'abbé Pierre était encore Ouais, et t'es encore fréquentable. quelqu'un de sympa. Et elle, quand elle a Oui. entendu ça, bah, elle a débarqué avec quasiment toute sa garde-robe. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle a découvert l'existence de son petit frère Maurice. Ce qui est assez triste en plus. Donc voilà. Il y a eu aussi la fameuse anecdote affaire de François Mitterrand qui va régaler Roland parce que elle voyage avec lui à Bogota et se fait une overdose de cocaïne là-bas. Elle a aussi été arrêtée pour usage et transport de stupéfiants en 88. Son frère Jacques meurt en 89 et sa compagne Peggy Roche en 91. Elle en a fait une dépression. Elle a aussi une affaire de fraude fiscale avec Mitterrand. Elle en est ruinée et en fait, elle s'en relèvera jamais. Elle cesse d'écrire en 96, elle décline de plus en plus et elle décède d'une embolie pulmonaire en 2004. Ok. Alors, oui, Corée, ça m'a fait rire ta petite anecdote avec Mitterrand, même si, dans le fond, c'est quand même quelque chose de plutôt triste, notamment sa dépendance à la drogue. Dans un autre registre, ça m'a fait un petit peu penser à Michael Jackson, hein, qui était devenu dépendant aussi aux médicaments après son accident, quand il avait tourné la pub Pepsi et qu'il avait été gravement brûlé. Donc on connaît la suite et les conséquences que ça a eu. Donc non, c'est pas drôle ce genre d'addiction, surtout quand c'est déclenché à la suite d'un accident de bagnole. Donc non, ça m'a pas fait beaucoup rire, même si l'anecdote effectivement sur Mitterrand et l'overdose de cocaïne est assez, C'est là que tu te rends compte en intéressante. fait qu'à l'époque, quand nous on était petits, puisque on est né de la même génération totalement, c'est que Mitterrand, en fait, on divulguait pas tant de choses que ça sur lui, on l'a su après, nous. Ah, c'était pas le roi de la transparence, ça c'est sûr. Voilà, et c'est vrai que du coup, il y a des fois, je redécouvre des affaires Mitterrand, entre guillemets, en disant non, c'est pas vrai. Comme quoi, ce président nous surprendra toujours. Ouais. Et un autre truc que j'ai découvert, mais complètement par hasard, à la base, qui avait rien à voir avec la préparation de l'épisode, j'ai écouté un épisode d'Affaires sensibles qui était consacré à l'affaire Luc Tangor, donc à la base, rien à voir avec Sagan. Donc Luc Tangor, c'était un homme qui était accusé et qui a été condamné pour agression sexuelle et viol, et lui, il a toujours clamé son innocence avec tellement de conviction qu'il y a un comité de soutien qui s'était constitué autour de lui, avec pas mal d'intellectuels. Parmi eux, on retrouvait notamment Marguerite Duras. Alors Marguerite Duras, on connaît son appétence pour les affaires criminelles, mais aussi pour sa fâcheuse tendance à être parfois complètement à côté de la plaque. On se souviendra notamment de ses sorties autour de l'affaire Grégory, où elle expliquait aux côtés du juge Lambert que l'assassin du petit Grégory était forcément sa mère. Et donc dans l'affaire Tangor, elle monte un comité de soutien et elle embarque avec elle tout un tas d'intellectuels, dont Françoise Sagan. Voici le lien avec notre affaire, et tu parlais justement de Mitterrand, donc le comité de soutien a tellement bien fait son travail que Mitterrand va finir par accorder une grâce partielle à Luc Tangor, qui va être libéré en 88. Donc voilà Sagan, femme de combat, de justice, volant au secours de la veuve et de l'orphelin, sauf que, pas de bol, Tangor, il n'était pas innocent, et une fois libéré, il va recommencer à violer, et il va être de nouveau condamné. Alors bon, c'est un peu sarcastique, je vais évidemment pas faire porter à la pauvre Françoise Sagan tout le poids de cet épisode douteux, mais c'est vrai que ça ajoute quand même pour moi une pièce au puzzle de l'image que je me fais moi parfois du personnage, une figure un peu bobo qui a été propulsée très haut très vite et qui s'est parfois laissé embarquer dans des trucs pas forcément très glorieux. Tu l'as dit, la drogue, le jeu, les mauvais investissements et aussi un petit peu parfois les mauvaises causes, quoi. Je pense surtout en fait que tu as des préjugés par rapport à sa classe et c'est ok en fait. Mais, Comment ça, des préjugés par rapport à sa classe? Parce qu'elle est de la classe bourgeoise, elle ne me plaît pas, et je pense que depuis que tu as eu ça, mais tu es parti en... Je pense que tu as du mal à associer le fait d'être de gauche et d'être d'une classe bourgeoise. Mais c'est ok, hein.
C'est Ah, je ok, sais je pas, non, demande je pas, pense mais je pas. pense que oui, tu as freiné. Mais on verra tout au long de l'épisode, hein, ne t'inquiète Oui, pas. oui, oui. Et On ne vous laissera les inquiétez auditeurs juger. pas, Roland et moi n'allons pas se séparer. Attends, excuse-moi. Non, Pardon, Gagago, Roland et moi n'allons pas nous séparer après cet épisode. Ne commence pas à préparer des mouchoirs. des messages à Roland en Ah, disant mon Dieu, je te l'avais bien dit, c'était la femme de la Discord. Non, non, t'inquiète pas. ah. À la fin de l'émission, on attend vos retours sur les réseaux hashtag Team Roland ou hashtag Team Corée, on verra. Voilà, voilà. Est-ce que ça te dirait un peu de bibliographie? Parce que, mine de rien. Qu'est-ce Est-ce que qu'elle a tu veux écrit, pointer? la dame? Ouais, parce que j'ai réussi à en lire 4, donc je te les pointerai. Tu me diras si tu en veux un peu plus par la suite. Et je vais te dire que les 4 livres ont été un vrai plaisir de lecture, mais de manière très différente. D'accord? Ça a Mhm. été un peu mon job sur Françoise Sagan, c'était de savoir avec quelqu'un qui avait écrit aussi longtemps et autant de livres, est-ce que les 4 périodes de Françoise Sagan allaient me plaire? Donc j'ai beaucoup aimé cette découverte aussi de l'autrice via son écriture. Allez, c'est parti, accroche-toi. 1954, Bonjour Tristesse. J'ai lu. 56, Un certain sourire. 57, Dans un mois, dans un an. Je l'ai lu. Pas moi. 1958, Aimez-vous Brahms. On l'a lu et tu n'as pas du tout Oh aimé. putain, Et moi si. ouais, on en reparlera. 61, Les merveilleux nuages. 65, La chamade. 68, Le garde du cœur. 69, Un peu de soleil dans l'eau froide. 72, Des bleus à l'âme. Là par contre, je pense que tu aimerais limite. Je l'ai lu et il m'a Hmm. beaucoup plu. Ça parle beaucoup du phénomène d'écriture, de dépression, de plein de choses. Et tu vois aussi comment comment elle est fatiguée en fait de comment on la perçoit. 74, Un profil perdu. 77, Le lit des fées. 80, Le chien couchant. 81, La femme fardée. 83, Un orage immobile. 85, De guerre lasse. 87, Un sang d'aquarelle. 89, La laisse. Je l'ai lu la semaine dernière, puisque nous sommes lundi. Pareil, un excellent retournement de situation sur le thème de l'emprise. Pareil, celui-là, je pense que par contre, il te plaira pas, tu sais. 91, Les faux fuyants. 93, Un chagrin de passage. 96, Le miroir égaré. Et 2019, parce qu'il a été publié post-mortem, comme tu peux t'en douter, Les 4 coins Hmm. du cœur. On a retrouvé un manuscrit de Françoise Sagan et son fils a réussi à le publier. Voilà, ça fait beaucoup, hein? Ça fait pas mal, ouais. Pour l'instant, j'en suis à Et 2. je ne parle que des romans, pas des nouvelles. Hein. Il faut savoir que j'ai acheté des petits lots sur Vinted ouais. pour préparer l'émission, donc j'en ai 2-3 sous le coude que j'ai pas lu. Ah bah moi aussi. Moi aussi, j'ai rempli, tu sais, l'espèce de petit meuble Ikea, là. Ah non, j'ai pas en non, j'en ai roulette, acheté 4, faut pas quand déconner j'ai fait non mon plus. bureau. Ah non, moi j'en ai acheté plus. Mais j'ai eu que pour 30 balles. Et c'est pas Gagago qui m'a fait l'affaire, ça c'est clair. Donc, on va parler du roman qui nous intéresse, le tout premier, Françoise Sagan. Ouais. Bonjour Tristesse, et Corée, tu nous as fait un petit résumé. Alors, un petit résumé avec ou sans spoil? Alors, il va falloir que tu m'ajoutes la voix de Pomme, parce que, évidemment, il est avec spoil, résumé. Attention, attention, vous entrez dans une zone de spoil. Cécile, c'est une lycéenne parisienne qui a raté son bac. Elle part en vacances avec Elsa et son père Raymond sur la Côte d'Azur. Elle a une relation plutôt fusionnelle avec son père. Il a 40 ans, il a donc eu jeune et il est veuf depuis 15 ans. Cécile et Elsa s'entendent bien car elles aiment la vie mondaine. Elsa, c'est la maîtresse de son père. Et Cécile, elle rencontre Cyril, un étudiant de 26 ans. L'ambiance change avec l'arrivée d'Anne, une amie de la mère de Cécile, et Raymond est très attiré par elle. Ils ont une liaison sous le nez d'Elsa et ils laissent Cécile gérer la rupture, entre guillemets, l'annonce. Elsa part, Raymond demande en mariage Anne le soir même. Anne est réservée, cultivée et moralisatrice. Et ce qu'elle veut, c'est régir la vie de Cécile. Cécile a plutôt du mal à accepter la situation, en même temps à 17 ans d'un coup d'un seul, et elle persuade Cyril de simuler une aventure avec Elsa. Il accepte parce que lui, ce qu'il veut, c'est épouser Cécile. J'ai pas bien compris la relation, mais je pense que c'est l'équivalent 1954 de « je veux du sexe ». Oui.
Oui, non, mais clairement, hein. Anne et Raymond culpabilisent parce qu'ils pensent que Cécile est triste, car Anne l'a enfermée pour qu'elle bosse son rattrapage de bac, et elle pense qu'elle couche avec Cyril, alors que non. Elsa et Cyril font leur manège, Cécile et Cyril couchent ensemble au final, comme quoi dire non à une ado, il vaut mieux pas. Et elle montre bien à son père qu'elle finira par assimiler les idées d'Anne, et lui aussi. Ils vont perdre leur complicité. Anne fait comprendre à Cécile qu'elle est plus intelligente qu'elle, elle la considère surtout encore comme une enfant. Raymond et Elsa couchent ensemble, Anne les surprend, elle s'enfuit en voiture. Cécile se rend compte qu'elle a fait du mal à une personne qu'elle aime et qu'elle pensait inébranlable. Anne a un accident de voiture, elle meurt. Cécile se rend compte qu'elle n'aime pas Cyril, Cécile et Raymond repartent à Paris, triste. Et fini. Eh ben, Pardon, finito pipo. finito pipo, quel voyage. Bon, alors, qu'est-ce que j'en dis, moi, de ce roman? Moi, je pense que tu me détestes, Corée, voilà. Je suis d'accord de ne pas être d'accord, mais je vais pouvoir argumenter, bien sûr. Tu m'as dit, oh, Roland, ça va te faire du bien ton karma, un petit peu de féminisme, patati patata, on va parler de François Sagan, bonjour Ouais. tristesse, ok. Bon, plus sérieusement. Alors, déjà, premier point, je trouve que c'est très bien écrit. Là, je peux pas retirer ça à François Sagan. Écrire un premier roman de cette qualité à 18-19 ans, Ah bah, 18 piges pondent ça comme ça. c'est quand même une belle perf. Et surtout, moi, je me revois encore en train de rédiger mes mauvaises rédacs au lycée. C'est pas donné à tout le monde, et ça, je peux pas retirer ça à François Sagan. C'est un roman qui tient la route et qui est un très bon premier roman du point de vue de l'écriture. Là-dessus, j'ai rien à dire. À titre personnel, j'aime découvrir les premières œuvres des auteurs, car je trouve justement qu'elles sont un petit peu plus brutes, moins polissées que celles qui suivent. Et on a des auteurs qui écrivent souvent avec le cœur dans leurs premières œuvres, et il y a moins de filtres, quoi, qu'une fois qu'ils sont un petit peu plus rodés à l'exercice. Donc moi, c'est vrai que c'est un exercice que j'aime bien. Et là, c'est vrai que je trouve que l'écriture est sympa. Même si dans les premières œuvres, on a souvent des écritures qui sont un peu imparfaites, hein, comme je disais, qui ne sont pas forcément rodées dans le style, qui ne sont pas encore entièrement affirmées, ça donne quand même souvent une première vision de ce que ça va donner plus tard au niveau de la carrière de l'autrice, quoi. Ouais. Enfin, ou l'auteur ou de l'autrice. Donc c'est pour ça que j'aime découvrir les premières œuvres des auteurs. Quand ces auteurs-là ont un petit peu de bouteille, ça fait une sorte un peu de retour aux sources, à la genèse de là où ils ont débuté. C'est vrai que c'est un exercice que j'aime bien. Sur La Soufrière, on n'avait pas encore fait cet exercice, notamment autour d'une polémique sur une première œuvre d'auteur. Donc c'est une première aussi, c'était intéressant. Bon, après, on a fait que 3 dossiers pour le moment, donc il n'y a rien non plus de choquant à cela. Mais voilà, doublé historique pour La Soufrière, première œuvre et première autrice. Merci, Corée. De rien. Alors ce roman, bon, je vous avais dit combien je détestais cette raclure de Tom Sawyer, bah là c'est pire, je déteste le personnage de Cécile. Corée qui m'a vendu une œuvre féministe, et je trouve que ce personnage, moi, c'est tout le contraire. Ce personnage est infect. On a une gosse pourri gâté qui certes a perdu sa mère, je lui donne des circonstances atténuantes, mais qui mène son père par le bout du nez, qui n'hésite pas à conspirer contre lui alors que celui-ci est enfin prêt à faire le deuil de sa femme et à se recaser. Non mais, Cécile décide qu'Anne est trop barbante, elle ne va pas convenir à son père et elle commence à faire son petit plan machiavélique. Alors, pourquoi pas, ça aurait pu être fun. Si elle ne changeait pas d'avis, toutes les 3 pages. Bon, le personnage féminin indécis, c'est le stéréotype plus de tout ce qu'il y a de plus détestable dans ce genre de personnage. Moi, quand ma gosse n'arrive pas à choisir entre un yaourt aux fraises et celui à la vanille, au bout de 10 minutes, ça m'agace. Mais là, on n'est pas sur un choix de yaourt aux fraises, Corée. Non, elle joue avec la vie des gens. Tantôt dans le remords, avant de revenir sur ses premiers plans, c'est insupportable. Elle n'assume pas, elle change continuellement son fusil d'épaule. Vous allez me dire, ok, c'est une ado qui se construit. Ok, mais te construis pas sur la vie des autres, bordel. Je rappelle quand même que cette brave Cécile, certes, vit avec son père, elle ne veut pas qu'une belle-mère vienne détruire leur foyer. Meuf, on est dans les années 50. Dans 2 ans, t'es marié, tu vas laisser ton père tout seul à la maison. De quel droit tu te permets de lui casser son couple alors que t'as, 2 ans max encore à tirer avec lui? Ah là 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 là, il va vivre seul comme un malheureux. Non, Cécile, tu ne peux pas faire ça. Et quant aux autres personnages du roman, ils ont quand même le charisme d'un bulot. Le père, n'en parlons pas. Pantin de sa fille, aucun charisme, à part avec les femmes, bien sûr. Anne, qu'on pense être un personnage fort qui va donner du fil à retordre, va se laisser complètement avoir par Cécile,
avant de finir par, alors slash, on sait pas trop, se suicider de chagrin comme dans les films d'amour ou avoir un accident de voiture, mais bon, on est un petit peu dans ce registre-là, Madame Bovary sortait de ce corps. Cyril, le copain de Cécile, n'en parlons pas, à la botte de Cécile, prêt à tout le pauvre bébou pour satisfaire les caprices de la petite diabolique. Elsa, personnage que j'aurais pu sauver, qui tombe complètement sous la coupe de Cécile et qui joue avec elle aux petites manigances. Oh là 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 là. Alors je suis un petit peu de mauvaise foi. J'ai pas détesté ma lecture, Corée. J'avais quand même envie de savoir comment allait finir tout ce bordel. Mais cette conclusion, bordel... Bonjour tristesse, le roman se termine, tu dis, il rentre triste à Paris, bonjour tristesse, voilà, c'est le titre du roman. C'est un peu léger, jeune femme, quand même, t'as probablement un mort sur la conscience, t'as gâché la vie de ton père, t'as joué avec les sentiments d'un jeune homme, tu fais croire à une femme qui pense être ton amie que tu vas l'aider à récupérer son homme juste pour satisfaire ton ego surdimensionné, et tout ce que tu te trouves à dire, c'est bonjour tristesse. Waouh, Cécile va chier et va voir un psy. Alors, il y a quand même un truc que j'aime bien. D'ailleurs, quand j'ai commencé le roman, j'ai dit « Tiens, ça ressemble quand même vachement à du Blanche-Neige ». Et j'ai trouvé ça malin. Comme Blanche-Neige, Cécile doit faire face à une belle-mère pas très cool, mais qui, on va pas se mentir, cherche pas à la tuer. Et j'ai quand même eu l'impression en lisant le roman qu'on avait une sorte de Blanche-Neige moderne. Donc Cécile entourée, non pas de nains, mais de ses amis, Cyril et Elsa, qui cherchent à survivre à l'arrivée de la belle-mère. Et plus on avance dans le roman, et plus les rôles s'inversent. Cécile devient la méchante de l'histoire. Et là où Anne, qui de prime abord ne semblait pas être la personne la plus fun du monde, arrive quand même à susciter l'empathie, au vu de tout ce que lui fait subir la petite ado insupportable. D'ailleurs, à un moment donné, le père de Cécile lui dit « Tu n'es pas Blanche-Neige », et là ça confirme ce que je pense. Il y a quand même pour moi une petite filiation entre les deux œuvres, et j'aime bien ce côté-là. D'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard, mais dans une des adaptations ciné de Bonjour Tristesse, on retrouve le personnage de Cécile devant un miroir qui regarde son reflet, et on a vraiment l'impression d'avoir un double personnage, une fille gentille d'un côté qui regarde son double maléfique, et moi, bien sûr, ça m'a directement fait penser au miroir magique avec la reine dans Blanche-Neige. Donc je pense que je suis pas le seul à y avoir retrouvé ce petit clin d'œil. Mais qui, en réalité, est la méchante de l'histoire? Je vous laisse choisir votre camp. En résumé, est-ce que j'ai aimé le roman? Je dirais que je ne l'ai pas détesté, Corée. Mais Cécile, tu es en haut de ma liste des personnages insupportables, juste devant Tom Sawyer. Voilà ce que j'avais à dire sur ce roman. C'est bon, t'es calmé? Je suis calmé. J'ai une question très personnelle et c'est ok si tu me réponds pas. Tes parents sont mariés? Tu n'es pas un Oui. tu n'es pas un enfant de divorcé, Non. ni de veuf. Non. Non. Donc tu ne sais pas ce qu'est la différence entre une belle-mère et une mère. Oui. Oui. Clairement. Je te dis ça parce que moi, je suis issue d'une famille monoparentale. J'ai eu mon père qui est décédé quand j'étais très jeune, ma mère qui s'est remariée après, j'ai eu un beau-père qui est devenu mon deuxième père, et je suis moi-même devenue une belle-mère qui ensuite est devenue une mère par la suite, une deuxième mère. Donc je connais très très bien le changement d'état entre belle-mère et mère, entre beaux-parents et parents, entre guillemets. C'est un très très gros changement. Et on part du principe que Cécile, elle a perdu sa mère quand elle est jeune. Son père s'est plus ou moins débarrassé d'elle en la foutant dans des écoles privées, à qui plus, à qui voilà. Et dès qu'elle commence à devenir intéressante à l'adolescence, il l'emmène faire la bringue avec. C'est une relation très moderne en 1954 entre un père et une fille, dans le sens où ils sont carrément sur un point d'égalité. Son père a très bien fait le deuil de sa mère depuis très longtemps, c'est plutôt acté, dans le sens où il a plutôt envie de s'éclater. Il prend des maîtresses plus jeunes et il y a une espèce de consensus entre les deux, c'est-à-dire que lorsqu'il prend une maîtresse, s'ils partent en vacances, bah, il demande à Cécile en fait, le temps qu'ils sont en vacances ensemble. Et c'est très bien. Ça par contre c'est complètement révolutionnaire dans les relations parents-enfants. C'est une ado quand même qui est traitée complètement en égal. Donc oui, c'est la Dolce Vita, il profite des vacances, elle est plutôt pote avec Elsa. Et en fait, Anne, elle débarque sans l'accord de Cécile en fait. Déjà là, on a un problème. Alors, elle débarque sans l'accord d'Elsa, mais elle débarque surtout sans l'accord de Cécile. Il brise un petit peu la confiance de sa fille déjà. Ensuite, son père trompe Elsa avec Anne et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Cécile gérer toute seule. Tout cela pour que le lendemain matin, Anne lui sorte comme une fleur. Écoute, je vais épouser ton père. Ok, donc elle n'a pas le temps de savoir exactement ça. Elle doit gérer le fait que Elsa va partir.
Cécile sait très bien que son père, lui, il a un cœur d'artichaut. Ça fait quand même 15 ans qu'elle le pratique, son père, hein, donc, et sans mauvais jeu de mots, hein, mais il voit bien que les conquêtes de son père ne durent pas plus de 6 mois. Donc elle sait que ça va pas bien se passer. Et elle veut lui montrer de suite que cette histoire-là, ça va pas être possible. Et mine de rien, en une soirée, je ne pense pas que quand tu étais avec Madame Roland, en une soirée, tu as eu très très envie de l'épouser, même si Madame Roland est évidemment parfaite et merveilleuse. Cécile va devoir entrer dans le rang ensuite et devenir une jeune fille bourgeoise bonne à marier. Parce que c'est ça en fait le but, hein, parce qu'en 1954, on répète que les emplois pour les jeunes filles, ils sont pas foufous. Non, en fait, Cécile, elle gère quelques points de sa vie déjà. Elle gère déjà la vie sentimentale de son père, et puis c'est elle qui décide un petit peu de ses études. Mine de rien, elle a de quoi venir, puisque son père a de l'argent. Donc pourquoi elle va s'emmerder à se marier maintenant? Et si elle n'a pas envie d'avoir un destin tout tracé, en fait, c'est son choix, pas celui d'Anne. Et enfin, elle veut aussi gérer les amours de Cécile. On en reparlera en contextualisation, si tu veux bien, donc juste après. Et elle lui parle de moralité, alors qu'elle vient de piquer son père sous le nez d'Elsa quand même, hein, la compagne officielle du moment. Alors oui, pour pas longtemps, mais quand même. Et puis il y a toutes ces petites phrases où l'on voit qu'Anne lui montre que ce qu'elle veut, ce n'est pas de développer la personnalité de Cécile, mais la façonner. Et si elle voulait devenir la mère de Cécile, elle avait qu'à se déclarer avant, en fait, et pas maintenant. Et je pense que tous les enfants issus de familles monoparentales savent de quoi je parle. Il y a une différence réelle entre être une mère et une belle-mère. Moi, je sais que ça m'a pris énormément de temps. Et à mon père, mon deuxième père, donc ça lui a pris des années. Alors, je vous rassure, les petits lapins, c'est pas un combat. Quand on en parle maintenant à mon père, il ne s'en souvient absolument pas. Ça, c'est le pouvoir de l'effacement de mémoire de l'amour. Mais mine de rien, c'est une étape à faire. Tu peux pas devenir une belle-mère ou une mère en 2 secondes. Et c'est pour ça que la réaction de Cécile est aussi violente, parce qu'elle a jamais connu ça de sa vie. Et enfin, Cécile, elle a tout de même une relation profonde avec Anne. Elle la respecte. Et elle pense que c'est une femme forte et indestructible. Mine de rien, ça reste quand même un modèle maternel. Donc c'est vraiment très très con ce que fait Anne, parce que en 1 an ou 2, en fait, elle aurait complètement dépassé ce stade. Je me dis, elle débarque comme une fleur, et d'un coup d'un seul, alors je pense que le père d'Anne a dû la draguer pendant quelque temps, et elle aussi, mais ça, on n'est pas au courant de cette histoire. Et elle se doute pas qu'Anne est réellement et profondément amoureuse de son père, donc c'est normal, elle a eu que des flirts. Et son père, lui a jamais montré que ce qu'était une relation stable pour Cécile. Grosso modo, une relation stable, c'est 6 mois et je t'emmène en vacances avec ma fille. Sauf que avec elle, et Anne, elle se met entre les deux. Elle se rend compte que, en fait, quand elle montre à Anne le vrai visage de son père, Anne est complètement détruite, et c'est ce qui l'a détruit. Et Cécile, elle se rend compte, au fur et à mesure de son plan machiavélique, comme tu le dis, qu'en fait, Anne n'est pas aussi solide. C'est vraiment l'image c'est se rendre compte que son parent, entre guillemets, donc une grande personne, qu'on idéalise, peut avoir ses défauts et ses faiblesses. Et ça, on le voit jamais dans les personnages de romans ou tout ça. Et son père, lui, en fait, quand il rentre sur Paris, il se remet très bien, il continue sa vie après. Oui, il a un petit moment de flottement, mais quelque part, ça ne va pas le marquer plus que ça, alors que Cécile, ça va la marquer, puisqu'elle garde ce sentiment de tristesse tout au long de sa vie. Enfin, c'est d'après ce qu'elle nous raconte à la fin du roman. Donc voilà, pour moi, oui, éventuellement, ce roman est plus que féministe, et on le verra après en contextualisation, mais je comprends tout à fait que toi, tu ne le vois pas comme ça. Mais je te confirme bien que c'est un roman féministe. Aïe, 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 aïe. Non mais, déjà, le père qui pose la question à Cécile, est-ce que ça te dérange si j'épouse Anne? Oh non, papa, quelle bonne idée, génial. Et 2 secondes après, elle est en train de comploter contre sa belle-mère. Mais en même temps, il lui a pas demandé. Ah si, il lui a posé la question, hein. Il lui pose clairement la question. Vous avez l'air mystérieux tous les deux, comme si vous aviez un secret. Bien. Nous voudrions vous demander quelque chose. Votre père et moi, nous aimerions nous marier. Nous aimerions beaucoup. C'est une excellente idée. Vraiment une excellente idée. C'est fait. Je vous avais dit qu'elle serait contente. Oui, naturellement. Je n'en étais pas si sûre. Vous ne voulez jamais me croire. Je vous crois, je vous crois. Oui.
Mais t'as vu comment ils sont? Il lui a posé la question, elles étaient toutes les deux, sachant que Anne a déjà un ascendant sur Cécile et on le sait déjà. En une remarque, Anne démolit le moral de Cécile. C'est elle qui choisit ses fringues, c'est elle qui choisit son avenir. Et là, devant elle, elle fait au fait, c'est cool, hein, je suis tellement heureux, tu aimes mon bonheur? Oui, bah je vais épouser Anne. Qu'est-ce que tu veux qu'elle lui réponde alors qu'elle a géré Elsa Elle la a veille? 2 ans à tirer avant de partir du foyer. Elle fait le dos rond pendant 2 ans et puis après, elle vit sa vie, quoi. C'est pas obligé. Pour toi, donc, elle est obligée de se Non, elle est marier? pas obligée de se marier, mais si tu recontextualises, Bah si. On recontextualise et on le verra dans le truc. Elle n'a pas le droit d'avoir d'autre chose. C'est où elle est avec son père ou elle est avec un mari. Donc l'enjeu est plus fort. Mais je peux comprendre que pour toi, tu ne vois pas. Mais il n'y a pas de souci. n'oubliez pas, hein, hashtag Roland ou hashtag Corée. Oui, n'oubliez pas, vous gagnerez quoi? Vous gagnerez un exemplaire du Lexicoré qui est en train de se Ah là là. composer par Roland. Non, mais ton point de vue est très intéressant. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce que tu dis. Quand tu dis elle va vivre avec ce sentiment de tristesse tout au long de sa vie à la fin du roman. Oui et non, quoi. Je veux dire, le roman Ouais. se termine avec cette phrase bonjour tristesse, et après, pour moi, on passe à autre chose. Clairement, il y a quand même un personnage qui est décédé à la fin de Pour moi, l'histoire. non. Et on passe à autre chose, quoi. Bon, ben, c'est tout, à la suivante, entre guillemets, quoi. Donc, pour moi, elle va s'en remettre, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Alors, je pense que pour son père, oui, mais pour elle, Alors que non. Pour moi, elle, ce non, serait c'est plutôt le pas contraire, terminé. tu vois. Son père vient de perdre la femme avec qui il voulait se remarier, Mm. et elle, alors certes, elle a ce sentiment de culpabilité qu'elle n'assume pas, d'ailleurs, parce qu'à aucun moment, elle va avouer à son père tout ce qu'elle a manigancé, et elle préfère se dire, au fond, que c'est un accident de voiture et que c'est pas un suicide. Et ils survivent tous les deux grâce à ça, quoi. En se disant, c'est un bête accident, et elle se raccroche à ça, et elle veut pas chercher plus loin. Donc moi, non, pour moi, c'est un personnage vil et machiavélique. Pour moi, son père qui rate la femme de sa vie, il la trompe quand même au bout de 2 semaines avec son ex. Mais bon, Oui, mais parce que sa fille a manigancé contre lui. Elle lui a tendu un je piège. pense que si Elsa, elle avait fait ça toute seule, il l'aurait fait quand même, hein. Mais si ça aurait pas été elle, ça aurait été une autre, en fait. Nous allons sortir de la zone de spoil. Merci pour votre écoute. Bon, il paraît que ce roman a été polémique, Corée, dis donc. Mais avant, tu voulais recontextualiser. Oui, je voulais recontextualiser parce que mine de rien, on n'a pas du tout les mêmes idées qu'on avait en 1954 qu'en 2000, on est Ça, c'est sûr. 2026. Des fois, c'est un peu plus dur parce que quand on dit, bah tiens, ce livre montre la sexualisation d'une adolescente, du fait qu'elle a des rapports intimes et que, oulala, ça a complètement fait scandale à l'époque. Roland et moi, on s'est regardé, genre, enfin, c'est mignon leur histoire, mais bon, voilà quoi. Sur les chaînes d'Adrice, hein. Oui, alors que là, il n'y a pas eu de polémique. On reprécise, si vous trouvez une polémique sur Anne Rice, contactez-nous. Enfin, moi surtout. Bref. Je me suis dit que ce serait pas mal de se refaire un petit historique du droit des femmes à l'époque. Et surtout de ce que les femmes n'avaient pas le droit. Donc je vous dis, le 29 avril 1945, il y a eu l'élection municipale. Les femmes votent en France pour la première fois. Ouh! Alors, 13 avril 1946, la loi, dite loi Marthe-Richard, interdit les maisons de tolérance sur le territoire national. Hein. Et par contre, les prostituées sont fichées. Qu'est-ce que t'appelles maison de tolérance? C'est les bordels? Oui. Non, je connaissais pas ce terme, maison de tolérance. Tu connaissais pas maison de tolérance? Je connaissais maison close, lupanar, mais je connaissais pas le terme de maison de tolérance. Le 27 octobre 1946, il y a l'inscription de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le préambule de la Constitution. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Ça va être rigolo pour la suite. Allez voir. Novembre 1947, Germaine Poinçon-Chamouy est nommée à la tête du ministère de la Santé publique et de la Population. C'est la première femme à obtenir le titre de ministre en France. Par contre, il faudra attendre la nomination de Simone Veil en 1974 pour voir une femme occuper de nouveau cette fonction. C'est dingue, hein? 49 publications de l'essai de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, dont la phrase la plus connue reste « On ne naît pas femme, on le devient ». Par contre, ce que les femmes n'ont pas le droit, ça c'est plus rigolo à lister. Donc, pas de possibilité pour les femmes mariées de gérer leurs biens avant 1965.
Pas de contraception avant 1967. C'est très important quand on lit Bonjour Mmh. Tristesse. Pas de possibilité de maîtriser la filiation de ses enfants avant 1971. Donc en gros, si tu as un enfant, c'est le mec qui choisit s'il est père ou pas. Pas de possibilité de transmettre sa nationalité à son enfant avant 1973. Pas de possibilité d'avorter avant 1975. Pas de possibilité de divorcer par consentement mutuel avant 1975. Pas de définition précise et pénale du viol avant 1980. Pas d'égalité à l'accès aux emplois publics avant 1982. Pas de possibilité d'avoir une égalité salariale avant 1983, c'est la loi Rouly. Pas d'égalité dans la gestion des biens des enfants avant 1985. Et ça, ma mère a eu des problèmes avec. Pas de notion de harcèlement sexuel avant 1992 et pas de notion de consentement dans le viol avant 2025. Pas de refus du devoir conjugal avant 2025. C'est génial, non? Mmh. Et les femmes ont le droit de porter un pantalon depuis 2013, Exactement. Et ça, officiellement. à la limite, on s'en fout un peu. Hein. Donc la source, c'est viepublique.fr. Donc reprenons un peu les avis sur la sexualité de Cécile. On est en 1954, il n'y a pas de contraception, il n'y a pas d'IVG possible légalement ou alors de manière assez dangereuse. Et Anne, elle veut protéger Cécile, je l'entends. Mais on met plus ou moins la faute sur Cécile du fait qu'elle ait des relations sexuelles ou pas. Jamais on a demandé à Cyril s'il a pris des capotes, par exemple. Je rappelle que les capotes existent depuis bien plus tôt que le Moyen-Âge. Et Cyril, lui, il pense qu'il y a une chose, c'est qu'au mariage. Donc dans tous les cas, Cyril peut se taper qui il veut, alors qu'en fait, Cyril, c'est un non. Voilà. De même, oui, Anne veut qu'elle passe son bac, mais pourquoi en fait? Parce que on se trouve qu'elle ne pourra pas ouvrir de compte en banque toute seule jusqu'en 1965, surtout si elle se marie. Il faudra toujours l'autorisation de ses parents, de son père. Et c'est ce qu'a eu besoin Françoise Sagan quand elle a eu les droits de son livre. Sinon, c'est sous autorisation du mari et du père. Anne est divorcée, donc elle peut avoir un compte bancaire, mais parce qu'elle est majeure et qu'elle n'est pas mariée. Et si vous voulez mon avis, elle a dû en chier pour prouver l'adultère de son mari. Donc, comment prôner l'éducation quand on sait que Cécile, en 1954, n'a pas d'avenir sans son père? Et c'est ça aussi l'enjeu, Roland. C'est que sans son père, Cécile ne pourra pas avoir d'avenir parce qu'il peut la déshériter quand il veut. Il n'y a aucun souci, il peut lui couper les ponts, elle ne peut pas ouvrir de compte bancaire. Et sinon, qu'est-ce qu'elle a comme choix? Elle a le choix de se marier. Donc le mariage de son père, mine de rien, c'est un enjeu aussi pour la jeune fille. Et voilà. Ok, merci Corée pour ces Mais éclaircissements, de rien. ces petites infos de contextualisation qui sont très importantes dans ce qui va suivre, puisque maintenant on va parler de la polémique. Exactement. Alors, la polémique, cette polémique-ounette d'après moi, attention Corée, ne me tape pas tout de suite. Je te tape on pas pourra parce que échanger franchement, après. vu de 2026, tu fais quoi? Ils ont fait ça, c'est tout. Corée, je compte sur toi pour me convaincre, parce que s'il n'y a rien à redire sur le côté polémique à l'époque, Ouais. mes yeux de 2026, sais-je encore ce qui a bien pu se passer dans les années 50 pour que ce roman enflamme la presse et fasse de Françoise Sagan une personnalité publique et très très riche. On l'a dit, tout commence en 53, quand Françoise Kerouas, qui n'est pas encore Françoise Sagan, rédige durant l'été, un peu sous le manteau, son Bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse, qui doit d'ailleurs son titre à un poème à peine défiguré de Paul Éluard. Elle a raté son bac, comme Cécile, et sur les beaux conseils de Colette Audry, elle fait quelques retouches et envoie son manuscrit à plusieurs maisons d'édition. Et ce sont, on l'a dit, les éditions Julliard qui sont les plus rapides à prendre contact avec la jeune autrice. Et heureusement. En fait, heureusement parce que au niveau des éditions Plomb, ils avaient contacté Françoise Coirez, donc à l'époque elle n'était pas encore Françoise Sagan, et en gros ils voulaient réécrire tout le bouquin. Donc heureusement que c'est Julliard en fait. Mais bon, premier arrivé, premier servi. Ah oui, première arrivée, elle avait signé son contrat, donc elle a eu la gentillesse de dire désolé, vous ne pourrez pas réécrire Bonjour Tristesse parce qu'il a déjà été entièrement approuvé par les éditions Julliard. J'imagine tellement le chais de l'époque. Je m'étonne. Alors c'est ce qu'on dit, l'éditeur va tomber sous le charme du manuscrit, il émet même des doutes sur l'identité réelle de son autrice et surtout sur son supposé jeune âge, ça lui semble tellement calice qu'il a sous les mains qu'il se dit c'est pas possible, c'est pas une gamine qui a écrit. En fait, il a tenté de passer des coups de fil un peu sauvages, tu sais, pour voir si c'est une jeune fille qui allait décrocher ou pas, mais sauf que Françoise, elle faisait la teuf avec son frère.
son grand frère, donc elle se levait pas le matin, quoi. Et lui, Monsieur Julliard, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le matin. Sauf que Françoise, elle a gueule de bois. Faut pas l'appeler avant 11h, parce que bon, c'est les vacances, hein, faut arrêter les bêtises. Et, et puis c'est surtout que à chaque fois qu'elle présentait son manuscrit, tout le monde demandait si elle était accompagnée d'un mec, si son père était d'accord, enfin tu vois ce genre de truc. En vrai, ouais, je trouve ça assez rigolo de voir que Julliard, ouais, avait vraiment des doutes et en vrai ça s'est vérifié quoi. C'est que il a eu un très long entretien avec Françoise Sagan avant de se décider de publier en fait. Ouais, c'est ça, il lui a posé un tas de questions pour être vraiment sûr que c'était elle Ouais. qui avait rédigé ce roman-là. Et là, quand il est convaincu, il sent le potentiel et probablement le potentiel littéraire et le potentiel succès de vente. Donc il faut dire aussi que Sagan, bien que très jeune, a un très beau bagage de lecture derrière elle. Elle a lu Flaubert, elle a lu Vladimir Nabokov. On pourrait supposer d'ailleurs qu'elle s'est inspirée de sa propre famille pour écrire son roman, ce que réfute son fils que j'ai vu dans une interview. Il explique que ce sont surtout les lectures de François Sagan qui lui ont inspiré son histoire, et bien qu'on puisse trouver quand même quelques similitudes entre Françoise et Cécile, la jeunesse, le côté bourgeois, les vacances au soleil, et le fait qu'elles aient toutes les deux raté leur bac, n'y voyez pas pour autant, d'après ce que dit son fils, une œuvre autobiographique. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, le père de François Sagan n'était a priori pas un coureur de jupons. Bref, une fois l'interrogatoire terminé, l'éditeur est convaincu que la jeune femme devant lui est bien l'autrice du roman, et il est malin, car il se souvient qu'en 23 était paru un roman qui avait déjà suffisamment senti le souffle, Le Diable au corps de Raymond Radiguet, un roman qui va raconter l'histoire entre un jeune homme et une femme dont le mari est parti à la guerre, et après, pour la suite, tout est de la com. Si vous sortez Bonjour Tristesse en vous disant que c'est écrit par un vieux bonhomme de 70 ans, personne s'en fout, au pire on dira que c'est un gros dégueulasse. Mais si vous dites que ça a été écrit par une jeune femme qui vient à peine d'entrer dans la majorité, et qui nous parle d'une jeune fille à la vie sexuelle assumée hors mariage, paf, ça sent le souffle. Le père de Sagan, d'ailleurs, n'a pas souhaité que le roman sorte sous le vrai nom de la jeune femme, c'est pour ça qu'elle va se trouver un pseudonyme, le pseudonyme de Sagan, qu'elle trouva d'ailleurs a priori en quelques minutes en feuilletant dans Le Temps perdu de Marcel Proust. Mais au fond, c'est quoi le scandale de ce roman? C'est peut-être un peu le personnage de Cécile qui manipule, qui manigance des plans contre son père et sa future femme. Mais c'est surtout la jeune femme qui couche avec un homme, l'été, hors mariage, qui le raconte, qui parle de façon passionnée de ce qu'elle ressent dans son corps après ses premières expériences, qui parle aussi d'avortement. Alors vite fait, hein, c'est pas non plus le sujet du roman, mais on a quand même une petite allusion quand Anne dit que ce genre de comportement finit généralement dans une clinique privée. Le mot avortement n'est d'ailleurs pas du tout écrit dans le roman. Vous devriez savoir que ce genre de distraction finit généralement en clinique. Il ne faut pas exagérer, je l'ai juste embrassé, ça ne me traînera pas en clinique. Je vous prie de ne pas le revoir, s'il vous plaît. À cette époque, c'est illégal, tu l'as dit. Mais en tout cas, c'est mentionné. Tout le monde sait que ça se fait, mais personne ne le dit, c'est tabou. Il est là le vrai scandale. Parler de sexe directement, non, j'ai pas dit crûment, c'est pas non plus du Despentes, hein, c'est du Sagan, calmez-vous, mais c'est surtout écrit par une femme qui a quasiment le même âge que son protagoniste, et qui, même si elle n'écrit pas sa vie, parle forcément de choses de son âge avec lesquelles elle est confrontée. D'ailleurs, à cette époque, Sagan, tu l'as dit, a un petit ami. Elle hésite même à aller à la soirée organisée par son éditeur, car elle préférait aller rejoindre son petit ami de l'époque plutôt que d'aller se faire chier dans une soirée avec trop de gens guindés, mais elle va quand même y aller. Bref, l'éditeur, rodé à l'exercice, va mettre un paquet sur le fait que ce roman a été écrit par une jeune femme, et là, la presse y va avec tous les petits surnoms gentils ou pas. Sagan devient, pour la presse, la nouvelle Colette, ça c'est plutôt sympa. Le Radiguet en jupon, ça c'est plutôt sexiste. Sous la plume de François Mauriac dans Le Figaro, elle devient un petit monstre 18 ans. Visage du dévergondage de l'adolescence féminine. Le Vatican dira que c'est un poison qui doit être tenu à l'écart des lèvres de la jeunesse. Bah ouais, une jeune femme qui parle de façon débridée pour l'époque de cul, ça fait des étincelles. Et pourtant, ce n'était que du sous-texte. Ce n'est même pas l'intrigue principale du roman, mais c'est ça qui va faire scandale. Et c'est surtout ce qui fera de Françoise Sagan une femme riche et célèbre. La remise en contexte de Corée vous aura bien montré pourquoi cette œuvre a fait scandale. Polémique qui, du point de vue 2026, de mon point de vue, ne casse pas trois pattes à un canard, mais les temps ont changé. Et sans doute que Sagan, en son temps, aura contribué à faire avancer les sujets et à l'évolution des mœurs un peu pré-68. Il n'empêche qu'à mes yeux, j'ai quand même l'impression que la polémique vient surtout du fait que l'éditeur a voulu jouer le coup de la transgression pour vendre plus de livres. Là où les autres polémiques étaient, à mon sens, plutôt des choix de leur auteur, ici je ne suis même pas sûr que Sagan ait écrit ce roman pour faire polémique. Je pense plutôt qu'elle a voulu parler de sa jeunesse de l'époque, des choses qu'elle connaissait. La polémique ici tient pour moi plus de son éditeur. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais pas de procès,
pas d'interdiction pour Bonjour Tristesse. Quand j'ai échangé avec des amis sur le sujet, des hommes, je précise, avec qui je suis souvent d'accord, on m'a dit Mhm. Sagan, c'est pas une vraie polémique. Sagan, c'est l'autrice qui choque les petits bourgeois. Sagan, c'est des personnages sans charisme. C'est des personnages faussement rebelles. C'est rien comme polémique. Déjà, le simple fait d'avoir ce genre de réaction à l'évocation du nom Sagan m'interpelle. Ça prouve quand même que Sagan est une figure clivante. Une personnalité avec laquelle on est ou pas d'accord, mais qui suscite quand même des réactions, de l'enthousiasme pour certains, Corée, salut, de l'urticaire pour d'autres. Et sachez, les amis, qui se reconnaîtront, si jamais ils nous écoutent, que je suis quand même, moi, relativement d'accord avec vous. Vous l'aurez compris. De mon point de vue, ce n'est pas la polémique du siècle. Mais effectivement, je pense que ça a surtout choqué les bourgeois bien pensants de l'époque, gardiens de la bienséance et de la morale. Nous sommes ici pour parler d'œuvres polémiques qui ont suscité des réactions, et en ce sens, Bonjour Tristesse est complètement dans les clous et a toute sa place dans notre podcast. Où se place-t-il sur l'échelle du souffle? Patience mes amis, on verra ça en fin d'émission. Enfin, je trouve que c'est un choix judicieux pour un podcast d'été, et qui pourra vous faire une lecture de vacances sympathique. D'ailleurs, le roman ne se passe-t-il pas lui-même en plein été? Il était aussi intéressant de parler enfin d'une autrice jeune qui puisait, qui en son temps a participé à l'évolution des mentalités. En ce sens, on aime ou on n'aime pas Sagan, une jeune fille qui parle aux jeunes, c'était déjà une avancée dans le paysage bien policé de la France de René Coty. C'est monsieur René Coty, un grand homme. Il marquera l'histoire. Il aime les cochins chinois, les malgaches, les marocains, les sénégalais. C'est donc ton ami. Juste quelques petits chiffres sur Bonjour Tristesse avant de te laisser la parole, Corée. Il faut quand même savoir que Bonjour Tristesse, c'est le premier best-seller d'après-guerre. C'est le prix de la critique. C'est fin 1954, plus de 500 000 exemplaires vendus. Aujourd'hui, on est à plus de 2 millions d'exemplaires. C'est plus de 11 kilos d'articles de presse à sa sortie. Ça a été traduit dans plus de 20 langues. Et c'est au moins 5 adaptations ciné-TV dont on évoquera certaines tout à l'heure. Donc c'est quand même un gros morceau de la littérature française. Corée, vas-y, défonce-moi. Déjà, il n'y a que les bourgeois qui lisent. Pourquoi tu dis ça? Tu me dis, ça a juste vocation à choquer le petit bourgeois. Ouais, je pense que c'était Donc, la il y a que les cible. bourgeois qui Non, lisent. mais je pense que c'était la Ah non, cible. pas du tout. Ouais. Elle était là juste pour écrire un livre. Tu lui prêtes des trucs. Je te jure que tu as un gros préjugé de classe. C'est très perturbant. Mais c'est pas grave. Je t'aime quand même, Roland. Ne t'inquiète pas. Donc pour la science, comme je vous disais, j'ai exploré les tréfonds de l'INA pour choper les interviews de Sagan en 1954. Et c'est absolument terrible. On la considère comme une enfant qui a écrit un roman par accident et point. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun de ces intervieweurs qui considère qu'elle a un cerveau. Tu te rends compte? Ah ouais, non, mais c'est chaud. Parce que autant, on n'est pas forcément chaud. d'accord, autant je te dis que ce roman a quand même beaucoup de qualité et une certaine maturité. Et ce que tu dis est assez choquant, effectivement. Donc de une, et c'est surtout que on lui dit, en gros, vous avez pondu votre chef-d'œuvre, vous allez faire quoi de votre vie? C'est-à-dire qu'elle peut même pas progresser, tu vois. Elle a juste fait ça par voilà. Et après on lui dit, mais comment vous connaissez la vie? Comment on peut parler au nom de la jeunesse? Et Sagan est là, mais je parle pas au nom de la jeunesse, j'ai juste pondu un roman, point. Sagan, elle encaisse. Elle dit bien qu'elle n'a pas écrit de chef-d'œuvre, elle en est qu'à ses débuts, que son écriture va évoluer, qu'elle voulait juste savoir si elle était capable déjà d'écrire un roman, parce que elle n'a pas eu tout son Est-ce truc. que ça, c'est pas de la faute de son éditeur, tu vois? Quand tu dis on prête à Sagan le fait de vouloir parler à la jeunesse et tout. Moi, je pense que c'est de la faute des éditions Julliard aussi. Non, ça a été comme ça toute sa vie, je te rassure. Mais au moment de la sortie, c'est quand même comme ça qu'on a vendu le truc aux Mais gens, de quoi. toute façon, mais comment tu veux qu'on vende autrement ce livre? Une romance? Bah, On parle non, mais d'une jeune on fille peut... de 17, on parle d'une jeune fille de 17 ans qui prend, entre guillemets, son avenir en main. C'est-à-dire qu'on lui dit, non, tu n'auras pas de relation sexuelle avant mariage, oui, tu feras tes études et celle-là, et point barre, et tu dois te comporter de telle ou telle manière, alors qu'avant, on ne lui a jamais rien dit. Donc, elle fait, alors je te dis pas qu'elle le fait bien, mais mine de rien, elle fait ce qu'il faut pour que elle continue à avoir le choix, parce que c'est ce qu'elle dit en fait de Anne, c'est qu'elle ne me laissera jamais le choix, et tu le sens, parce que Anne, dès Oui. qu'elle débarque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui rapporte déjà des vêtements, donc là, c'est mieux que tu portes ça. Ah ben, c'est une femme de son temps. C'est une femme de son temps, mais je doute qu'à 17 ans, tu acceptes qu'on t'habille et qu'on te dise exactement quoi faire. On est d'accord. On est d'accord. Après, de là à manigancer pour aller tuer sa belle-mère, je ne Elle sais fait pas. avec les Angela.
On rappelle, en 1954, elle peut pas ouvrir de compte en banque. Elle n'a Mmh. pas accès à beaucoup de professions. À part se marier, elle a que dalle. Donc Sagan, qu'est-ce qu'elle fait? Elle encaisse et elle dit bien qu'elle n'a pas écrit de chef-d'œuvre. Elle en est qu'à ses débuts. Et on verra par la suite, on se rendra bien compte que non, elle n'a pas tout écrit à 18 ans. Elle a écrit 30 romans, des pièces de théâtre, des nouvelles, etc., etc. Elle a même fait des reportages à l'étranger. Mmh. Et on lui reproche son manque de maturité, mais effectivement, elle n'est pas mature, elle le sait. Enfin, je veux dire, elle-même, elle le reconnaît. Et par contre, elle a une solide culture littéraire. Et surtout, elle n'a pas été élevée comme une fille. Et c'est ça qu'on oublie souvent. C'est que Sagan, elle a été élevée comme un petit garçon qui a disparu, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas juste qu'elle a été élevée pour être libre, on dit juste qu'elle a été ultra gâtée. Alors que elle aurait été née garçon, en fait, on aurait juste dit oui, c'est la bourgeoisie, c'est tout, ça va. Mais on n'aurait pas imposé d'avoir un avenir à tout prix, d'avoir une certaine culture pour juste après la marier. Alors, elle fait la fête. Et surtout, elle a observé. Et en 1954, avec l'argent de son roman, elle finance ses avortements des copines. Et aussi, il y a l'appel de l'abbé Pierre, en hiver 54, où elle répond en faisant la queue pour donner ses fringues. Alors oui, elle aime les belles voitures et elle a les moyens. On sent bien qu'elle a des goûts de masculin, entre guillemets. Je te fais des R guillemets. Et donc, en fait, elle se les offre, elle a les moyens. Mais c'est pas un loisir de jeune fille. Et quelque part, si elle avait épousé quelqu'un, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait pris le pouvoir sur son compte en banque. Donc quelque part, autant tout cramer. Donc tout le monde lui rappellera ça aussi. Et ce que je retiens des années d'interview de Sagan que j'ai exploré, c'est qu'elle s'est toujours assumée. Alors oui, elle n'avait pas les mêmes manières de prendre des renseignements sur certaines affaires, y compris judiciaires, et surtout, on n'avait pas internet à l'époque, dans les années 80. Je trouve ça dingue, mais en fait, on se dit toujours comment les gens pouvaient se faire avoir autant. En fait, ils n'avaient pas autant de sources d'informations que nous. C'est quand même fou, hein. Mais enfin, je sais pas si toi tu te souviens, Je mais te rassure, maintenant avec Internet, les gens se font bien avoir aussi. oui, mais autrement en fait. Enfin bon, et c'est surtout qu'en interview, elle a toujours eu au moins une centaine de mecs qui lui ont dit qu'elle pensait pas bien, qu'on savait mieux qu'elle. Et quand je vois ce qu'elle a encaissé pendant toutes ces années, je me dis que cette femme, elle en a bavé tout au long de sa vie. Et alors oui, elle a eu des addictions, mais je rappelle son accident de voiture et le fait qu'elle a été tellement shootée qu'elle a dû faire une cure de désintox après. Et on sait très bien que se désintoxiquer de n'importe quelle drogue, c'est extrêmement dur. On peut tout le temps Ça, on est rechuter. d'accord. On peut tout le temps rechuter. Bien sûr. Après, il y a eu aussi l'affaire de Mitterrand, mais je sais pas, mais quelque part, en même temps, Mitterrand, est-ce que ça nous étonne maintenant, alors qu'on sait que c'était un arnaqueur et un chou lapin? Bon, mais à l'époque, c'était pas forcément dit. Et elle s'est fait prendre. Alors, je ne saura jamais les dessous de l'affaire. Est-ce qu'elle s'est fait prendre parce que elle gênait? On ne sait pas, en fait. Et bon, elle a quand même réussi finalement à payer sa dette, finalement. Je pense que maintenant, aujourd'hui, on pardonne moins ce genre de choses, on pardonne beaucoup plus ce genre de choses aux hommes politiques qu'aux femmes. Et je parle pas d'une certaine Marine, hein, ça c'est au-delà. Ce que je retiens surtout, c'est que c'était une femme qui s'assumait et qui était vraiment solide sur ses appuis et qui en a profité quand elle a pu. Et pourquoi pas en fait? Et au milieu de tout ça, elle a pondu des romans qui ont révolutionné la manière de penser. Certes, c'est pas éclatant et c'était pas seulement fait pour choquer ou pour révolutionner le monde, mais c'est ce qu'on appelle chez nous la révolution douce, parce qu'elle posait les jalons. On rappelle que Bonjour Tristesse a été écrit en 1954, soit 14 ans avant mai 68. C'est quand même fou. Donc on a Bonjour Tristesse qui parle d'une jeunesse qui va être prise en compte, et surtout les jeunes femmes. Aimez-vous Brahms, qui parle de couple libre et de choix de partenaires pour les femmes. Oui, on en reparlera en roman. La Laisse, qui inverse les rôles d'emprise entre les hommes et les femmes, et des Bleus à l'âme, qui parle de sa manière d'écrire et de construire ses intrigues, mais aussi de douleurs chroniques et de dépression. Alors oui, pour vous, la politique de Bonjour Tristesse, elle paraît pas dingue aujourd'hui, mais elle est historique. Et on peut pas la séparer du roman sans comprendre ce qui se passait à l'époque. C'est un peu le même principe que Huckleberry Finn, maintenant. Ouais, je vois ce que tu veux dire, complètement. Mais c'est des romans qui font avancer la société. Oui, et qui à l'époque faisait polémique et maintenant. Et en fait,
ce qu'on disait au tout début d'épisode dans l'introduction, la polémique, elle sert à quoi? Elle doit pas servir à choquer, elle doit pas servir à machin, elle doit servir à faire avancer les esprits. Et pour moi, du coup, oui, c'est une vraie polémique. Alors après, Ouais, elle sert à faire ce vendre sera ici. pas la pire qu'on ait eue, hein. Ce sera pas la pire qu'on ait eue, entre guillemets. Mais pour moi, elle a servi. Et c'est ça qui est cool. Bonjour Tristesse a été Vas-y. vendu à combien d'exemplaires? Rappelle-moi. 2 millions, aujourd'hui 2 millions, à Ouais. l'époque, 500 000 exemplaires fin 54. Ouais, donc fin 54, ça veut dire que 500 000 personnes ont vu une jeune fille qui pouvait prendre des décisions par elle-même et même avoir une vie sexuelle. Sans qu'un homme la force, parce que quand elle couche avec Cyril, mine de rien, elle le fait en plein consentement. C'est pas un viol. Oui, c'est vrai. C'est pas le pénis magique de Boris Vian. C'est juste une nana qui, à un moment donné, a très envie de coucher avec un garçon et qu'elle sait qu'à la fin de l'été, il y aura rien d'autre, en fait. C'est un amour d'été. Ce qui, pour nous, paraît aujourd'hui complètement classique. Alors qu'à l'époque, non. Si tu couchais avec quelqu'un, entre guillemets, alors autant les mecs, ils pouvaient se barrer, il n'y avait aucun souci, mais pour les filles, ça se résumait à se marier, point. Voilà. En quoi c'est féministe, Roland? Ah, je sais pas si c'est... Mais encore une fois, je sais pas si c'est féministe. Déjà, c'est en avance sur son temps. C'est féministe dans le sens où si l'héroïne s'appelait Cyril et que, entre guillemets, il avait très très envie de coucher avec sa voisine, on lui aurait rien dit. Cyril, il n'a pas été engueulé par sa mère. C'est vrai. À la limite, il a été encouragé par ça. Il est limite encouragé par sa mère, comme ça, tu vois, il peut limite choper la meuf qui a un père assez riche. On parle quand même d'égalité des droits qui sont censés être là depuis 1946. C'est en ça que le roman est féministe, parce que le féminisme, c'est pas cramer tous les mecs comme pensent les trois quarts des gens, c'est juste de vouloir une égalité des droits entre les hommes et les femmes, et même une absence de préjugés. Et c'est en ça que Bonjour Tristesse est fort, et elle le fait dans d'autres romans, hein, attention, même ceux que t'aimes pas, c'est qu'elle inverse justement les rôles. Et c'est ça qui est bien, parce que au fur et à mesure où on va lire ce genre d'histoire, eh bien, les gens vont se dire, ah bah oui, effectivement, une jeune fille peut séduire un jeune garçon et ça va pas se terminer en mariage ou en tout autre scénario catastrophe. C'est juste une histoire d'été, point. Et c'est cool. Pour moi, c'est un roman qui est en avance sur plein de sujets, qui participe à ouvrir le débat sur le droit des femmes dans ces années-là, qui a peut-être participé aussi à faire évoluer les mentalités, et en ça, il était important, on l'a dit, c'est le premier succès d'après-guerre. Je peux pas retirer tout ça. Mon problème avec ce roman, c'est que pour moi, la polémique n'est orchestrée que par l'éditeur qui ont fait des caisses sur d'où vient ce roman, et pourquoi il va bien se vendre, parce que ça parle de cul, parce que c'est une jeune qui l'a écrit. Et c'est ça un peu qui me dérange, c'est que finalement, on passe presque à côté de l'histoire du roman, parce que là, on parle de polémique, c'est même pas le sujet principal de tout ce qu'on parle. Je te dis, l'avortement, c'est 2 phrases dans le roman. L'histoire de Cécile qui couche avec son copain, c'est peut-être 2 pages dans le roman aussi. C'est vraiment des trucs mineurs dans l'intrigue, ça n'a rien à voir avec l'intrigue principale. Mais tout ce qu'on va retenir au niveau de la polémique... Oui, bien sûr. Mais Roland, ce qu'on va retenir, Roland, c'est ça. Toi qui aimes lire, toi qui aimes regarder beaucoup de films, qu'est-ce que tu penses de Dirty Dancing? J'en ai plus un grand souvenir pour être Dirty Dancing, honnête. ça reste quand même un film qui parle d'un amour de vacances, donc avec des relations sexuelles, et qui parle d'un avortement qui est totalement illégal à l'époque, et du fait que c'est ok, et qu'il n'y ait pas de rivalité féminine. Ça parle de Bonjour Tristesse, en fait, hein, quelque part. Ah, mais Dirty Dancing n'a pas fait polémique. Peut-être, mais ça a été tourné à quand? Aux années 80. Voilà. Donc ça veut dire que 30 ans plus tard, ça ne peut pas faire polémique. En avance. Donc Bonjour Tristesse a fait polémique dans le sens où personne n'avait jamais vu ce genre d'histoire à l'époque, en tout cas écrit par une femme, je précise, parce que souvent on a quand même droit à des hommes qui écrivent ce genre de trucs. Et alors oui, peut-être effectivement que son éditeur a flairé l'argent, mais quelque part, heureusement qu'il a fait la com, sinon jamais on n'aurait entendu parler de Bonjour Tristesse. Oh bah, ça a fait la richesse de Françoise Sagan et ça a fait son succès, bien sûr. Et c'est des bons marketeurs. Fortune qu'elle a tout perdu, après. Ah, mais ça, après, c'est...
Mais d'un autre côté, tu as aussi besoin. En fait, ce que je comprends pas dans ce que tu veux dire, c'est que pour faire polémique, il faut que le roman soit connu. Et si tu fais pas de marketing derrière, tu n'auras rien. Alors oui, effectivement, Julliard, le premier truc qu'il a fait, c'est de dire, oh là là, quand même, pour une jeune fille, elle écrit des trucs un peu osés, tu vois. En fait, ce que je veux dire, c'est comprends. que, tu vois, sur Boris Vian, quand on parle de J'irai cracher sur vos tombes, la Ouais. polémique, c'est le sujet principal du roman. C'est la violence, c'est le racisme, mais ce sont les thèmes principaux. Et le roman fait polémique pour ce qu'il est. C'est exactement pareil sur La religieuse de Diderot, où la polémique, c'est de parler de ce qui se passe dans les Hein? couvents, de l'emprise, etc. Ici, c'est juste des choses qui sont en sous-texte, qui font polémique, et je dis juste en ça Hein? que pour moi, c'est pas une grosse polémique, ou en tout cas, ça ne touche pas le sujet principal du bouquin. Ça n'empêche pas que polémique, il Non, y a, pour quoi. moi, la polémique, c'est juste une jeune fille qui écrit sur du Ah sexe bah à oui, 18 ans. on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et c'est aussi clivant, en fait. Moi, je comprends pas pourquoi tu penses que c'est du coup pas une vraie polémique, parce que à l'époque, c'est une vraie polémique, parce que ça sous-entend que François Sagan a peut-être connu une relation sexuelle à cet âge-là. Et le cul, ça reste quand même le meilleur moyen de faire de la polémique, hein. Alors, je dis pas que ça... Alors, je vais reprendre ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que ce n'était pas une... Non, mais attends. Je n'ai pas dit que c'était pas une polémique. J'ai dit c'est une polémique ou nette. Parce que, encore une fois, par rapport aux autres qu'on a traités, on a certes peut-être une autrice qui est un petit peu malmenée en interview et qui doit s'expliquer et qu'on prend pour un enfant et patati patata, mais il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de prison. Bon, elle s'est fait plastiquer sa maison, mais c'était pour d'autres histoires qui n'avaient absolument rien à voir avec la polémique. Ça, c'était plus pour ses prises de position autres. Ouais, ça, je suis d'accord. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Où pour moi, c'est une polémique moins importante que celle qu'on a déjà traitée avant, mais c'est une polémique quand même. Quand même, en 1973, donc, je suis en train de calculer sur mes doigts, quasiment 20 ans plus tard, c'est elle qui signe du coup le manifeste des 343 salopes, donc un manifeste de femmes qui avouent d'avoir avorté illégalement. Oui. On est d'accord? Mmh. Ouais. Et ça veut dire que 20 ans plus tard, on ne conçoit toujours pas que les femmes peuvent avoir des relations sexuelles en dehors du fait de se reproduire. Donc, si tu te remets dans l'année 1954, la lecture de Bonjour Tristesse doit être hyper choquante. Tant que tu n'as pas de roman qui dit « Tiens, cette jeune fille va avoir une activité sexuelle et ça tombera pas sur un mariage, ça tombera pas sur le fait qu'elle soit marginalisée par la société, ou ça ne tombera pas sur le fait que, je sais pas, qu'elle meurt dans notre souffrance, ou des tonnes de choses, ça permet justement à avoir une certaine évolution dans les mœurs. Je ne lui retire pas Et ça. c'est ça qui fait polémique à l'époque. C'est ça qui fait polémique à l'époque, parce qu'elle permet, François Sagan a permis une certaine représentativité de tout ça. Mais je me demande si c'était conscient en fait. C'est ça ma dérogation, c'est est-ce qu'elle en a Je pense conscience que, quand elle alors écrit je le pense roman? qu'elle n'a pas fait, elle a pas fait ça de manière politique. Ça, on est d'accord. Elle a raconté Mais elle sa avait vie, peur quoi. de la réaction de ses parents. Ah Elle oui. avait très très peur de la réaction de ses parents, qui ont dit passe-moi le sel, en gros. Meilleure Oui, ça va. réaction, tu vas me dire. Mais, Ça va, ils sont cool. Ils ont été cool. mais oui, oui. Bon, passe-moi le sel, mais tu signes pas de ton nom quand même. Hein. Alors oui, parce que son père a quand même une vie publique lui aussi. Sinon, tu t'appelles vraiment Roland ou... Non. J'ai une vie professionnelle à côté. Oui, c'est ça. Voilà, son père a une vie professionnelle et il veut aussi éviter que sa fille reçoive des courriers de partout. Donc il veut pas qu'on la retrouve, ce qui est logique. Parce que je pense qu'elle a dû avoir un courrier des lecteurs qui devait être assez costaud lui aussi. Qui a choqué le bourgeois. Et pas que le bourgeois, je te rassure. Entre autres. Mais, Et le clergé. oui, enfin, le clergé, il faudrait qu'il regarde ce qui se passe sous sa soutane, hein. Tous. Tu m'étonnes. Elle était pas rancunière quand même, elle a amené ses fringues à l'abbé Pierre. Bah bien sûr, puisque l'hiver 54, il y avait quand même des gens qui mouraient gelés dehors. Ben oui. Elle a donné toutes ses bonnes fringues. Mais oui, alors après, oui, effectivement, Sagan n'était pas une sainte. Elle a fait des conneries, comme tout le monde. Et je suis pas sûre que quand elle a voulu écrire Bonjour Tristesse, c'était plus pour elle un défi que de vouloir à tout prix créer une polémique. Mais quelque part,
J'ai envie de te dire, si tu écris pour faire une polémique, ça marche pas très bien. Ça dépend. En tout cas, là, c'était pas l'objet C'était recherché. pas l'objet, mais n'empêche Elle, ce qu'elle voulait, que... c'était ouais, proposer son premier roman. c'est ça. Mais en vrai, je veux bien qu'on fasse des défis de terminer son roman en été parce qu'on a loupé un examen. Tu m'étonnes. C'est quand même super ce qu'elle a fait. Et quand tu vois Ah l'écriture, non, je mais suis là-dessus, désolée, bien mais sûr. l'écriture, elle est dingue. Ça coule, quoi. Enfin, en plus, Rien à redire ah oui, là-dessus. et puis je pense qu'on a été les 2 premiers parce que mine de rien, on l'a lu avant les vacances. J'ai franchement regretté de pas avoir lu au bord d'une piscine ou au bord de la mer, tu vois. Ou les pieds dans une petite bassinonnette d'eau. J'étais à la Sorbonne, j'étais en propédeutique, j'ai passé mes débats chauds. Et puis à la Sorbonne, il faut être très courageux pour y travailler. On a tendance à traîner un peu dans les cafés autour, dans mon cas en tout cas. Et j'ai écrit un roman sur un petit cahier dans les cafés autour de la Sorbonne. Et puis voilà, et puis j'ai échoué à propédeutique, j'ai passé mon été à Paris, j'ai tapé la machine, ce petit roman, et puis voilà. Depuis que je lisais, j'avais envie d'écrire. Alors je me disais, on ne sait jamais. Alors j'ai commencé à écrire ce livre, et puis quand je l'ai fini, quand il était tapé, quand il a eu un air un peu présentable, je me suis dit, on ne sait jamais, allons-y. Et je l'ai envoyé à 2 éditeurs. Voilà. Mais comment est-ce que vous expliquez, 30 ans après, le succès? Alors ça, c'est une question qu'on m'a posée 100 fois, je suis Mais- incapable d'y répondre. Je voulais avoir ton avis, Corée, toi qui as vu pas mal d'interviews de Ouais. Françoise Sagan sur l'INA. Moi, j'en ai vu une que tu m'as fait passer. C'était une discussion autour de Aimez-vous Brahms, Oui. qui m'a complètement spoilé la fin du roman d'ailleurs. Hein. Je te remercie parce que je l'avais pas encore terminé, que ton interview racontait... Alors, le mec fait l'interview pour présenter le bouquin, il raconte tout le bouquin dans l'interview, quoi. Je trouve que les intervieweurs de l'époque étaient vraiment des sacs à merde. Oh, Enfin, je bon, te- bref. C'est une parenthèse. Parce qu'il n'y avait pas le petit jingle de Pomme pour nous Oui, dire attention, franchement, ça va spoiler. Là. Il y avait rien du tout. Alina, si vous pouviez mettre des jingles de pommes pour... Alors, le truc qui m'a choqué, Ouais. enfin, qui m'a choqué, ça m'a pas choqué, mais ça m'a fait marrer, quand j'ai vu Sagan qui était interviewée. Alors, tu disais qu'elle avait été élevée comme un bonhomme. Hein Limite, je vais pas dire que j'avais l'impression d'avoir Gainsbourg en face de moi, mais elle a des tout petits yeux. Tu te demandes déjà si elle a pas fumé un truc. Elle enfile clope sur clope pendant qu'elle se fait C'était la grande interviewer. époque. Hein. Si t'aimes Sagan, tu dois aimer Gainsbourg, quoi, Corée, quoi. C'était un peu les mêmes personnages, là, presque. Alors, pas dans les thématiques. Non, Pas ça dans y est, les j'ai dit une connerie. thématiques, effectivement, mais le franc-parler de Gainsbourg, alors je n'aimais pas quand il voulait à tout prix choquer. Genre la fameuse de You Want to Fuck With Me avec Whitney Ah bah oui, Houston, oui. je l'ai absolument pas aimé. Oui, ça, c'était pas terrible, ça. C'était franchement C'est pas sûr. terrible, et même à l'époque, hein, en vrai. Non, mais on est d'accord. Pauvre Drucker. pauvre Drucker, sérieux, lui, on en fait avaler des trucs. Enfin bon, bref. Mais non, mais c'est quelqu'un qui encaissait maintenant en interview. Elle te les faisait. Mais c'est affolant parce que quand tu regardais des interviews d'autres autrices, elles étaient là en train, je vais pas dire de minauder, mais tu sais, d'essayer d'être discrète, machin. Un peu Et de ça, Sagan, ouais. elle répondait, Ouais, petit poum, fond, ouais. c'est bonjour. Entre trois clopos, ouais, vous avez raison. Ouais, retirer 3 lattes. Ah non, Hein, c'est particulier. quoi. c'est très Mais très. c'est un personnage. Ouais. Tu sais, je m'aperçois que vous fumez plus. Si, mais j'ose pas. Ah bon? Justement, tu veux en parler. Non, c'est pas une incitation à fumer, mais d'un seul coup, je me dis, tiens, mais parce que je vous ai toujours vu apostrophe en train de fumer, et là, je me dis, Je sais pas, j'ai un moment de panique. Justement, on se disait avant C'était le point l'émission. fumeur, ouais. ah oui, c'est quoi fumeur? D'accord. Bon, tout à l'heure, alors. Je considère ça comme une invitation. Et- Absolument. Et je trouve que, ouais, elle reste. Je vais pas dire que j'ai une certaine tendresse pour Sagan dans le sens où, pour avoir vécu des réunions de boulot où ça se passait très mal et des dîners où ça se passait très mal, je comprends un peu ce qu'elle a dû subir pendant beaucoup de temps. Pas à son niveau Sortez parce ta qu'elle, clope c'est une aussi. personnalité publique, mais en tant que femme, ouais, j'ai beaucoup de sympathie parce que tu vois très bien que pour un auteur homme, je pense pas qu'on lui aurait posé autant de questions, tu vois. C'est ce qui rend les interviews intéressantes. Ouais, exactement. J'ai ouvert la boîte de Pandore en parlant de Aimez-vous Brahms. Ce que je te propose avant de passer sur les adaptations de Bonjour Tristesse, je voulais juste te dire 2-3 petits mots sur Aimez-vous Brahms. Le roman que tu as tant aimé. C'est le premier Sagan que j'ai lu avant Bonjour Tristesse. Enfin, je l'ai commencé avant parce que je l'ai eu avant. Oui, J'ai alors du mal à arriver au bout. Il est pas gros, hein. Françoise Sagan, vous saurez tout de la vie intime de Roland. Donc, j'ai eu une discussion très, très instructive avec toi sur qu'est-ce qu'un couple libre. C'était très amusant. Alors, Aimez-vous Brahms, résumé à 2 têtes parce que j'ai visiblement oublié de remplir ma Oui. partie. C'est l'histoire de Paul
qui est en couple Pauleux. avec un bonhomme, Ouais. qui, a priori, sont en couple libre. Donc, Oui. lui, il va voir allègrement ailleurs. Oui. Elle, de base, non. Oui. Et clairement, lui, il la délaisse un petit peu. Et elle se Oui. trouve que Paul est courtisé par un jeune homme qu'elle rencontre. Alors, Paul a 39 ans, donc elle est quasiment sur la quarantaine. Ouais. Et elle se fait courtiser par un jeune homme qui, de mémoire, doit avoir autour de 26 ans. Donc, la Oui. différence d'âge n'est pas non plus fifou, hein, même si. En même temps, personne n'a rien dit sur Cyril, hein. Il a quel âge, Cyril? Il a 26 il a ans. 26. Oui, mais elle en a 18. 17. 17. Vas-y, passe dessus, ouais, je t'en prie. Paul a 39 ans, elle se fait draguer par un petit jeune de 26 Ouais. ans. Et là, je me dis, tiens, c'est intéressant. Sagan, après nous avoir fait ses amours de jeunesse, nous met dans la peau d'une femme quadra et va peut-être nous parler d'un truc un peu sulfureux avec une relation, avec une différence d'âge. Ouais. Donc, l'histoire se passe, elle Ouais. est avec son petit jeune. Ouais. Son régulier lui fait un peu la gueule en disant oh mais bon, alors il essaie de la reconquérir, Pas patati patata, spécialement, machin. elle lui demande la permission, il fait la gueule parce qu'il se rend compte que c'est la femme de sa vie, mais que ça lui convient bien l'arrangement du couple libre, mais qu'il se rend compte que quand c'est elle qui est pas dispo, ça fait un peu bizarre quand même, cette histoire. Ouais, il est un peu jaloux, hein, clairement, du Mhm. jeune, et il aimerait bien lui casser la gueule. Mhm. Enfin, il est un Bon, peu l'histoire désobligeant. se fait, et donc moi je me dis, cool, on va enfin avoir une histoire où elle casse les codes, et où la quadra va finir avec le petit jeune, et ça va être, pas dire un happy end, mais ça va être un truc un peu pas convenu, quoi, quelque chose de Ouais. pas convenu. Et là, au spoil, attention, aux pommes, petit générique, déception totale à la fin du roman, où elle laisse tomber le jeune pour repartir avec son vieux, où elle dit « Je suis trop vieille pour ça », et elle s'en va, mais non! Pourquoi tu retournes dans le rang, bordel? Tu nous as fait croire que Ok. t'étais ouverte et que t'allais Mhm. casser les codes et tout, et non, Mhm. tu retournes dans la monotonie, où tu te fais, juste après avoir reparti avec ton vieux, tromper aussi sec parce qu'il est reparti avec une autre. Ouais. Oh mais quelle purge ce roman, Et aucun non, c'est charisme, pas... rien. Oh, j'étais Si, déçu. bah non. Et là, je t'ai posé une question. Est-ce que tu veux bien que je te repose la question? Vas-y. Voilà, si Vas-y, Madame vas-y. Roland n'est plus là pour diverses raisons variées, et j'espère que c'est juste pour se remarier avec un homme de 26 ans et pif. Quels vont être tes critères pour choisir une nouvelle nana un jour? Mais peu importe Non, les non, 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 critères, non, c'est... non, Alors non, non, oui, c'est certes, super important à l'époque. Dis-moi, Roland, quels vont être tes critères de choix d'une nouvelle femme si jamais tu dois changer de partenaire de vie? Et on le souhaite pas parce qu'on aime tous les deux Madame Roland, qui est évidemment formidable parce qu'elle est avec toi. Donc, dis-moi, Roland, ce serait quoi tes critères? on va chercher quelqu'un qui nous ressemble, avec Mhm. des points communs, Mhm. avec des accointances, Mhm. voilà. C'est Quelqu'un sympa qui a d'être un des mec, hein, goûts, je te jure, c'est génial. Ah là là! Parce que moi, tu vois, quand je m'étais mise en couple à l'époque avec Monsieur Corré, parce que je venais d'être mère célibataire, hein, avec 2 enfants en bas âge, Ouais. crois-moi, le choix il a été très différent. Ça ne veut pas dire que je n'aimais pas Monsieur Coré, bien entendu. Mais il y a eu aussi l'aspect financier, savoir s'il voulait d'autres enfants ou pas, quelle carrière il voulait, est-ce qu'il voulait le mariage, Bien sûr. parce que autre exemple, est-ce qu'il voulait vivre en maison, est-ce qu'il voulait déménager, est-ce que ça allait convenir à mes parents, parce que j'ai déjà vécu une relation où mes parents n'étaient pas d'accord, et ça c'est un autre délire quand t'es une femme. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Est-ce qu'il allait plaire à mes amis? Parce que mine de rien, j'avais déjà eu un compagnon qui m'avait coupée de mes amis et je ne voulais pas que on refasse ça. Et puis c'est surtout que je venais déjà de sacrifier économiquement pas mal de choses pour devenir célibataire. C'était pas pour tout remettre les billes dans un même gars. Et on était dans les années 2000. Imagine en 58. Oui. Est-ce que tu choisirais pas un Non, peu mais la sécurité? dans le roman, elle a pas besoin d'argent, elle est autonome, elle a son métier, elle a sa maison, elle est pas dans le besoin. Ah oui, mais si elle se marie avec l'autre, là, le petit jeune, il va tout lui voler. Elle voit bien qu'il est pas mature. Elle voit bien que il sait pas gérer. Et qu'il a juste envie, limite d'une mère de substitution avec un peu de cul et pas autre chose, hein. Ah, alors nous, on le voit en tant que lecteur, mais est-ce qu'elle le voit? Je sais pas. La personnalité du gars, je suis désolée, mais si, elle le voit bien. Il picole un peu, certes. Il le voit bien que sans elle, elle sera pas libre en fait. Alors
alors qu'avec son autre gars, désolé, l'autre gars, on retient pas, on va l'appeler Victor, je pense que Bernard, je sais plus. on n'a pas retenu. Ouais, Bernard ou Victor, on s'en fout un peu du gars. Roland, non pas Roland. Non, pas Roland, parce que Roland préfère Ouais. rester avec Madame Roland, c'est bien Voilà. évidemment. Mais alors que quand elle est avec Victor ou Bernard, on s'en fout de son nom, il va pas s'installer chez elle, puisqu'il vient que très rarement. Si elle a envie de ne pas sortir, il sort pas. Elle a quand même une vie, on va dire, publique, qui est plutôt cool avec lui. Et ils ont un bel amour, mine de rien, parce que je pense que leur relation, elle date pas d'hier. Ils ont tous les deux les mêmes aspirations, donc tu vois, on répète un peu les choix que tu avais pour une autre partenaire. Alors oui, effectivement, elle a eu son petit genou, je suis d'accord, elle a eu son petit coup de folie, et puis elle s'est rendue compte que la jeunesse, quelque part, c'est pas toujours le bon truc, parce qu'on n'a pas les mêmes aspirations au même âge. Certes, mais j'étais quand même déçu. Ah, mais je comprends que tu sois déçu, tu t'attendais à un truc Je m'attendais à du Sagan Ouais, transgressif, à mais quelque tu chose sais qui que casse les codes. François Sagan n'était pas là pour écrire une romance, elle était là pour écrire des aspirations d'une femme à 40 ans. Et elle fait ça à 20 ans. T'imagines Oui, la c'est vrai. projection, quoi. Elle fait ça à 20 ans. Je m'étais fait la réflexion. À 20 ans, François Sagan a déjà compris. Je m'étais demandé Ouais. si c'était quelque chose qu'elle a écrit dans la quarantaine, mais non. Ouais, et tu vois, quand tu regardes Bonjour Tristesse, où on se dit, tiens, Cécile, elle est hyper immature, elle est comment t'as dit ça, elle hésite toujours, machin. Quand on voit l'héroïne dans Aimez-vous Brahms, c'est une héroïne totalement différente. Oui, elle a de la bouteille, on va dire. Elle est plus, Oui. c'est plus une jeunette, entre Donc guillemets. ça prouve, je t'en remercie, ça prouve quand même que... Non, mais par voilà. rapport à Cécile qui a 18 ans, Je sais pas comment je vais la prendre, mais tac, que je vais la prendre quand ouais, même. on a le même âge, presque. Euh, Je ne suis plus un genou non plus, Corée. C'est fini, ça. Je te taquine, et tu le sais très bien, j'assume très bien mes années. Ce que je veux dire, c'est que moi, à 20 ans, je me serais pas imaginée à 40 ans. Oui, c'est vrai. Non, mais encore une fois, c'est plutôt bien écrit. Toi, tu t'attendais à un certain type de roman qui était plutôt une romance. Moi, j'y ai vu autre chose. J'y ai vu une analyse de ce que peut choisir une femme à 40 ans si elle est divorcée. Oui, c'est vrai. Et c'est pas dit du genre, oui, c'est dégueulasse, les femmes, quand elles veulent choisir un partenaire, tu vois. Comme je viens de te faire là, au risque de me faire traiter de misandre encore. mais elle le dit de manière très douce, c'est-à-dire qu'on comprend assez vite ce qu'attend Anne. C'est que de manière très explicite, on comprend très très vite comment dire, les choix qui se posent pour Paul. C'est est-ce qu'elle veut un mec où elle doit, qui est entre guillemets un autre gosse, ou est-ce qu'elle veut un mec avec qui elle se sente libre? Oui, c'est vrai. Mais bon, enfin, je sais même pas si elle se serait vue avoir des gosses avec le petit jeune. Je sais même pas ça. Ah, mais le jeune, il n'y a pas besoin d'avoir de gosse avec, c'est déjà un gosse. C'est vrai. Je veux dire, dès qu'il est contrarié, il pleure et il boit un coup. Enfin, au Bon, bout ça d'un c'est moment, vrai. Oui, puis après il va voir maman. Ouais, c'est vrai. Et il pique tous les Et sous à après, sa il va voir maman aussi. maman. Enfin bon. Non, c'était peut-être ouais. pas le meilleur parti du monde, certes. J'avoue. Je pense qu'on ne sera pas d'accord sur on va pas dire la qualité. Non, et je suis très ok de pas être ok Alors, avec toi. Hein, non, mais en vrai, c'est même pas qu'on n'est pas d'accord. C'est juste que je pense que je ne suis pas le public de Françoise Sagan. Et je ne me permettrai pas de dire que permettrai pas de dire que c'est nul, que c'est pas bien, machin. Je ne suis pas le public. Pourquoi veux-tu m'entraîner là-dedans? Je suis content d'avoir fait l'exercice. Mais parce que tu m'as entraîné dans plein d'autres choses. Je suis content d'avoir fait l'exercice. C'était une découverte très intéressante, Corée. Oui. Mais sache que sans toi, je n'y aurais certainement pas mis la patte. Donc merci en ce sens. Non, mais c'est ça qui est cool. Et c'est ça qui est super cool parce que, tu vois, Boris Vian, je l'aurais jamais lu sans toi. Ah, voilà. Bon, maintenant, tu vois, est-ce que je vais lire les 2 autres que j'ai dans la bibliothèque ou est-ce que ça va revenir sur Vinted? Je ne sais pas encore. Peut-être, on sait pas. Tu sais, un soir où tu bois une tisane de trop. C'est pas une tisane qui me fera lire Françoise Sagan. Je pense qu'il va falloir que j'ai bu quelque chose d'un petit peu plus fort que ça. Mais c'est pas grave. Par contre, le gros avantage de Françoise Sagan, alors je ne sais pas si tous ces romans sont pareils, mais on l'a pas dit, mais ce sont des romans relativement courts. Moins de 200 pages.
C'est Ah pas la oui, bio de Mark Twain, quoi. tu vas, tu sais que tu fais... Ah ouais, non, ça, avec ça, tu te fais ta soirée et point, quoi. C'est génial. Mmh. C'est le téléfilm du soir. En parlant de téléfilm, est-ce qu'il serait pas le temps de parler des adaptations de Bonjour Tristesse? Ouais, tu sais que je suis toujours incapable de dire lequel j'ai vu. Je vais t'aider. Celui en noir et blanc. Au début où c'était en noir et blanc. Je vais et, t'aider, Corée, ne t'inquiète pas. Ouais, aide-moi parce que moi il est film. Mais il était très bien ce film. Alors, les adaptations de Bonjour Tristesse, alors on va pas avoir de faux suspense, j'ai pas vu passer de polémique autour des adaptations de Bonjour Tristesse. Voilà. Non, c'est triste. Alors, trêve de suspense. Je l'ai dit, je n'ai pas vu l'ombre d'une polémique concernant les différentes adaptations. Il y a quand même eu beaucoup d'adaptations de Bonjour Tristesse. Il y a eu 2 pièces radiophoniques que je n'ai pas été écoutées, une bande dessinée de Frédéric Rebena que j'ai lue, et dont je parlerai brièvement tout à l'heure, 2 téléfilms et 3 films. Alors, concernant les films, on a tout d'abord un film musical italien de 1955 de Giorgio Pastina, appelé Chante-moi Bonjour Tristesse, que je n'ai pas vu, et j'avoue qu'il ne m'attire pas trop, peut-être à tort. Non, peut-être qu'on va peut-être pas tout voir. Hein. Non, et puis adaptation musicale italienne de Bonjour Tristesse. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, je t'aime bien Corée, mais... Moi, entre nous, depuis qu'on a vu la version colombienne de J'irai cracher sur votre Enfin, tombe, on je a suis vu, qu'on ne on a regardera regardé pas 2 tout. épisodes sur 56, mais... Et ça nous a suffi. Ensuite, on a eu celui que tu as vu, Corée, le film de 1958, Ouais. Le Bonjour Tristesse d'Otto Preminger. On y reviendra tout à l'heure. Ouais. Et enfin, un film sorti en 2024, réalisé par Dorgo Cheibos, que je n'ai pas vu. J'ai vu quelques extraits, pas plus. Et ça avait l'air comment? Chiant. Oui, bah, Bonjour Tristesse en même temps, quoi. Ah, ça va. Hein. Je pense que Bonjour Tristesse de 58 avait le charme du vintage. Oui. Et je suis pas sûre que... Ouais. Et du coup, mon cerveau n'arrivait pas à se dire en 2024, on va refaire, tu vois. Oui. Après, j'étais très fatiguée et à l'approche des vacances. Alors, donc, bon, en vrai, je c'est pense que ça a intéressant dû jouer aussi. de déporter une œuvre pour la remettre dans un contexte plus moderne. Tu vois, je pense Ouais. au Roméo et Juliette avec DiCaprio. Tu vois, l'idée est intéressante. Qu'est-ce que ça donne avec Bonjour Tristesse? Alors ça, c'est autre chose. Alors, côté téléfilm, justement, on en a eu 2. Ouais. On en a eu un en 65 de François Châtelet et une adaptation un peu plus récente en 95 de Peter Kassovitz. Oui, le père de Mathieu. Et je te propose de commencer par cette adaptation parce que c'est celle que j'ai vue en premier Allez, vas-y. après avoir terminé le roman et c'est très 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 mauvais. Déjà parce que, et bouchez-vous les oreilles si vous voulez éviter les spoils, le film a la très mauvaise idée de commencer par l'accident de voiture de Anne, puis de faire un flashback pour nous expliquer comment on en est arrivé là. Alors ça aurait pu être ça aurait pu être une bonne idée, hein, mais pour ce roman, je trouve que déplacer les éléments de l'intrigue comme ça gâche quand même une bonne partie de l'histoire. Alors moi, comme je venais de lire le roman, j'ai pas été trop frustré, mais je me suis dit, bon, déjà, c'est curieux. Ensuite, l'intrigue est déplacée dans les années 90. Vois-tu, ils ont déplacé l'intrigue. Donc, on n'a pas des costumes et des voitures d'époque, tout est modernisé. Bonne idée sur le papier, pourquoi pas. Sauf que la France de René Coty dans les années 50, c'est pas la France de Jacques Chirac dans les années 95. Alors oui, des ados qui se cherchent, c'est intemporel. Mais on n'est plus du tout dans le même contexte. Déjà que j'avais pas trouvé la polémique autour du roman si énorme, alors les mêmes scènes dans les années 90, ça n'a plus rien de subversif ou d'irrévérencieux. Cécile a été modernisée à la limite de la vulgarité, alors t'as juste envie de lui mettre 2 baffes à chaque fois qu'elle sort une phrase tellement elle est méprisante, c'est horrible, c'est mal joué, c'est une vraie purge. Agréable soirée, hein? Vous vous amusez bien? Qu'est-ce que tu fais ici? T'es vraiment dégueulasse, hein? T'invites une fille à la mer sous un soleil qu'elle supporte pas, t'en fais ta bonne à tout faire et tu la largues à la première occasion. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Dites-lui que je suis rentrée, que j'étais fatiguée, que votre père m'a accompagnée. Fatiguée? C'est ça, oui. Vous avez l'air en pleine forme. Je suis sûre que vous êtes assez délicate pour arranger ça au mieux avec Elsa. Arranger ça comment? Lui raconter que mon père a envie de se taper une autre bonne femme et puis qu'il faut qu'elle repasse? N'oubliez pas les préservatifs, hein? Vous savez, il y en a dans la salle de bain, dans ma trousse. Je l'ai regardé avec madame qui n'a pas lu le livre, donc ça m'intéressait d'avoir un avis extérieur, et même avis. L'actrice qui joue Cécile s'appelle Sarah Bernard, elle est pas crédible du tout. Déjà, elle a 22 ans quand elle joue le rôle, et ça se voit que c'est pas une gamine de 17 ans.
les dialogues sont nuls, elle est insupportable, même sa voix m'énerve. Et tout le téléfilm est comme ça. Alors, j'avais trouvé ce téléfilm dans un coffret avec 2 autres adaptations de Françoise Sagan, j'imagine 2 autres téléfilms, et je vais être honnête, ça ne m'a pas du tout donné envie de regarder les 2 autres. Donc peut-être plus tard, ou peut-être que vous retrouverez le coffret sur mon Vinted, on verra. Mais bon, c'était très mauvais. Déjà, si vous n'avez pas été très fan du roman, et qu'en plus vous enchaînez avec cette adaptation juste après, soit vous êtes un peu maso, soit vous préparez un podcast sur Sagan. Il n'y a que ces 2 explications-là possibles. Et ça donne pas forcément envie de continuer dans les adaptations, sauf que, c'est con, mais j'avais déjà acheté l'adaptation d'Otto Preminger, donc le 2e film adapté de Bonjour Tristesse, dont on a parlé tout à l'heure, et ça aurait été dommage de ne pas le regarder. D'autant plus que là, et là je pense que Corey en va être d'accord, je trouve que c'est une adaptation très sympa, très réussie. Et même à titre personnel, je la trouve supérieure au bouquin. Là, c'est super bien joué, t'as des acteurs qui sont tous impeccables, Cécile est superbement interprétée par la jeune Jean Seberg, qui a 20 ans à l'époque du tournage, et là, qui pour le coup, elle est excellente dans le film. Petite anecdote, Corée, tu sais que je tape toujours Gagago pour faire un épisode de podcast sur Jeanne d'Arc. Tu m'avais fait découvrir que Mark Twain avait écrit un livre sur Jeanne d'Arc que j'ai acheté, on l'a dit tout à l'heure. Putain de brique, je te déteste. Eh bien, Jean Seberg, ici, c'est seulement son 2e rôle au cinéma, et elle avait tourné l'année précédente, toujours avec Otto Preminger, dans Sainte-Jeanne, où elle incarnait Jeanne d'Arc. Donc encore un rôle de femme qui ne se laisse pas dicter sa loi. Voilà. Ah mais moi je veux voir ce film. Mais je me le voir, note sur ma liste sur l'épisode pour Jeanne d'Arc. Ah ouais, voilà. ouais. Comme quoi tout se recoupe, tu vois. Mais revenons à Bonjour Tristesse. Ouais. Donc dans le reste du casting, on retrouve David Niven dans le rôle de son père Raymond. Je le trouve parfait dans ce rôle avec son petit air de Vincent Price. Acteur connu et reconnu qui a joué dans de nombreux films. Pour en citer quelques-uns, Le Cerveau de Gérard Houry ou encore Casino Royale. On revient à James Bond. Et je le trouve vraiment bon dans ce rôle de père veuf et séducteur. Mylène de Mongeau est impeccable aussi dans le rôle de la jeune Elsa, l'amante du père avec ses airs de Marilyn Monroe. Et Anne est jouée par Deborah Kerr. Pareil, grande actrice, parfaite dans ce rôle d'âme froide et rigide. Comme quoi, avec un bon casting, quand même, on fait déjà une grosse partie du boulot. Comment ça s'est passé, ce bachot? Recalé. Recalé? Recalé. Le carton est pour vous. Oh, Anne! Vous travaillez en ce moment? Pendant les vacances? Je pense que vous allez vous représenter à la session d'octobre. Pourquoi faire? Raymond n'a jamais eu aucun diplôme. Oui, mais lui, il a travaillé très dur pour avoir son argent. Bah, une fois qu'il en aura plus, je trouverai bien un homme qui prendra soin de moi. Et on n'a pas besoin de diplôme pour ça. Je n'aime pas la vulgarité, Cécile. Même en plaisantant. Excusez-moi. Cette robe est merveilleuse. Oh, vraiment, elle est merveilleuse. Mais vous la trouvez trop jeune pour vous. Vous avez tort, vous savez. Un genre plus sophistiqué ne vous ferait paraître que plus jeune, plus enfant. Je ne suis pas une enfant. Anne, vous n'allez pas me forcer à travailler. J'ignorais que je le pouvais. Vous le pourriez. N'ayez pas si peur de moi. Je ne viens pas pour être votre gouvernante. Je ne vous forcerai pas à faire quoi que ce soit. J'essaierai peut-être seulement de vous influencer un peu. Le cadre des vacances au bord de la mer est magnifique, les couleurs du film sont superbes. Il y a cette scène dont je te parlais tout à l'heure que je trouve incroyable quand Jean se regarde dans le miroir, où on voit toute l'ambivalence du personnage. En résumé, pour moi, s'il ne devait y avoir qu'une seule adaptation de Bonjour Tristesse à retenir, eh bien, c'est celle-ci. Et Corée, je crois que tu as également adoré ce film. Oui, totalement. J'ai vraiment beaucoup apprécié le visionnage de ce film. J'ai beaucoup aimé le passage du noir et blanc à la couleur et vice-versa. Je trouve que c'était extrêmement bien fait. Et l'intrigue est bien faite. Et je trouve que c'est une très bonne adaptation de livre. Dans le sens où il n'y a pas tout qui est exactement pareil, mais tout est bien fait. Le jeu des acteurs est incroyable. Et ouais, franchement, j'ai une des meilleures soirées cinéma à la maison, tu vois ce que je veux dire, depuis longtemps. Je vous le recommande, cette version-là. Vraiment. Alors, juste pour une petite anecdote, j'avais un petit peu à regarder ce qu'avait fait l'actrice Jean Seberg, que je trouvais vraiment magnifique dans ce film. Et elle a eu une fin pas ouf, j'ai vu. Je crois qu'elle a fini par se suicider, que c'est son fils qui l'a retrouvée dans sa bagnole morte. Alors, je sais plus trop à quel âge, mais ouais, je crois qu'elle a eu des épisodes un peu dépressifs. C'est dommage, parce que c'était vraiment une belle actrice. Bon, on est désolé pour elle, mais ouais. Oui. Et surtout, elle avait un jeu qui était... Vraiment, je suis très curieuse de la voir sur Jeanne d'Arc. Si jamais j'arrive pas à convaincre Gagago, il faudra qu'on trouve une polémique sur Jeanne d'Arc. On trouvera bien, je ne sais pas. Elle a été accusée à tort. Après celle d'Anne Rice, s'il te plaît. Ouais, si tu veux. Et la bande dessinée, donc, dont je touchais 2 mots tout à l'heure. Bande dessinée j'ai perdu son nom, petit, de Frédéric Rebena. Alors, qui a également la mauvaise idée, comme dans le téléfilm, de commencer par la fin.
On voit également le Oh suicide non, slash mais accident de Anne. Je me demande s'il a pas vu le mauvais téléfilm avant de faire sa BD. En fait, je pense que c'est l'explication parce que j'ai trouvé qu'il y Ah, avait c'est beaucoup de points possible. communs. Il y a un truc dans les deux adaptations que je trouve similaires dans le téléfilm et dans la bande dessinée. Ils ont fait une espèce de mise en abîme pourrie dans laquelle Cécile écrit son roman Bonjour Tristesse, où elle raconte l'histoire Oh qu'elle est là en train de là. faire vivre à son père. Et on retrouve ça et dans la BD et dans le téléfilm de Kassovitz. Et j'ai envie de dire, mais pourquoi ils ont voulu faire un truc un peu méta en style c'est Françoise Sagan qui raconte sa vie et qui écrit son roman dans le personnage de Cécile. Enfin, c'est complètement bidon et j'ai pas du tout aimé. Et en plus, c'est pas Ouais. très bien dessiné, donc je vous invite à passer votre Oui, chemin. donc je suis très contente de ne pas l'avoir lu. Du coup. Ouais. Voilà ce que j'avais à dire sur les adaptations de Bonjour Tristesse. Ouais. Cory, maintenant qu'on a bien parlé, ne serait-il pas temps de classer la petite polémicounette? Oui, ça donne déjà peut-être un avis de où je vais la placer moi sur l'échelle du soufre. Alors, je reprends notre site internet qui, je le dis, Alors, je ne l'ai pas dit la reprends notre dernière fois. classement, s'il te plaît. Je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais le classement de l'échelle du soufre est disponible sur notre site lasoufrière.transistor.fm/l'échelle du soufre. Oh là là. Premier bobo Slash. qui a été tué par son film. Ouais, j'avoue que là, on aura du mal à faire mieux. Hein. Deuxième, de Diderot qui a failli finir en prison à cause de la religieuse. Ouais. Troisième, Mark Mhm. Twain qui est toujours censuré dans les bibliothèques américaines, fait partie des romans les plus censurés aux États-Unis. Et donc quatrième, François Sagan avec Bonjour Tristesse. Je pense, malheureusement, alors que j'adore Bonjour Tristesse, mais effectivement, si tu regardes... Alors attends, on soit d'accord, l'échelle du souffle, c'est pas une Non, échelle non, de... c'est pas une échelle. Je parle en termes d'échelle du soufre. Si tu prends nos critères d'échelle du soufre, Françoise Sagan, je le reconnais, est en quatrième, parce que, mine de rien, si, comment je vais te dire ça? Si on ne s'était pas intéressé à la polémique de Bonjour Tristesse, est-ce qu'on aurait vraiment connu Bonjour Tristesse? Enfin, toi, tu ne l'aurais jamais lu. Jamais, je te confirme. Non, mais voilà. Moi, je l'aurais peut-être si, pareil, un soir, une tisane de trop avec ma mère, spoiler alert, c'est du whisky, je l'aurais peut-être lu, tu vois. Et je l'aurais terminé dans la nuit. Quelque part, Huckleberry Finn, moi, si j'en ai entendu parler, si je m'étais rendu compte qu'il y avait une polémique, c'est parce que j'ai lu la réécriture par Percival Everett. Donc, tu vois, quelque part, si tu veux vraiment faire dans l'échelle du soufre, Bonjour Tristesse, je ne pense pas qu'il a été interdit de publication ni dans les bibliothèques. Donc, matériellement, c'est en quatrième position. Bon, bah ça va, on est d'accord. Pas besoin de débattre trop longtemps. On est raccord, c'est bien, Corée, très bien. Ouais, non, mais on n'est pas d'accord sur tout, mais on est d'accord sur certains trucs. On est d'accord sur l'échelle. Allez hop, Françoise Sagan en dernière du classement de l'échelle du souffle, mais encore une fois, c'est pas une échelle de valeur de l'œuvre, c'est juste. Non, c'est pas une échelle de ce qu'on a aimé ou pas. Hein. Alors, j'ai m'étais noté sources et recos. Alors, on va pas forcément revenir sur beaucoup de choses parce que tu as déjà donné la source de la biographie que tu as utilisée pour. Oui, et puis c'est juste pour vous, quand on sera en description, n'hésitez pas à aller voir nos ressources parce que, mine de rien, c'est important aussi. Mais ça, on le dit depuis le début, donc ça va. Ouais, on mettra un peu de lien vers les interviews de Lina, des choses comme ça. On mettra un petit peu tout ça. Oui, je vais les retrouver. Abonnez-vous à Madeleine. Et juste une petite reco, quand on a préparé le podcast, moi je suis retombé sur un épisode de podcast de l'appel de Cthulhu, des copains du Calvin Ball Consortium, qui était consacré à Françoise Sagan et Bonjour Tristesse. Et il était très bien aussi. Et à l'écoute, ils étaient quand même vachement d'accord avec mon ressenti, quand même, j'ai trouvé. Oui, ça je sais. Ça me fait plaisir. Ça je sais, mais ouais, non mais je sais qu'ils étaient d'accord avec toi, mais après la lecture par rapport à La Soufrière était différente aussi. Oui, non mais complètement. Mais en tout cas, on a le même avis sur le personnage de Cécile. Et ils ont de très bonnes recherches. Franchement, je vous conseille, et c'est grâce à toi que j'ai découvert l'appel de Cthulhu, ils font de très bonnes recherches, de très très bonnes recommandations et de très bonnes chroniques. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, en général, moi je suis assez friand du Calvin Ball. Donc. Allez écouter les copains. Bien Corée, bah, écoute,
voilà, on s'en est pas trop mal sorti. On part pas d'accord, mais pas fâché. C'est bien. Non, mais de toute façon, pour me fâcher, faut beaucoup de choses, Oui, t'inquiète. oui. Mais j'ai fait un pas vers toi quand même, et je sens que tu as fait un demi-pas vers moi quand même, pour dire que Cécile était une saloperie. Non, j'ai rien dit. Non, t'as pas dit merde. Bon, bah écoute, je fais un quart de pas en arrière alors, et puis voilà Ah quoi, non. on n'est pas trop Par mal. contre, mon fils aîné, pendant cette fameuse soirée de discussion, m'a demandé des comptes rendus sur notre discussion en cours, donc par rapport à Aimez-vous Brahms, hein. Et il m'a dit, t'es en train de montessoriser le Roland. Montessoriser, peut-être pas, je suis pas un gosse quand même. C'était trop mignon quand même. Ouais. Parce qu'il me voyait en train de sortir mes définitions et mes trucs, et puis il fait, ah oui, t'es vraiment en train de montessoriser Oui, Roland. alors, elle est pas née la Corée qui va montessoriser le Roland, hein, je vous le dis, vous inquiétez pas. T'inquiète pas, Gagago, je suis Ah encore là là. moi-même. Non, j'ai pas t'inquiète pas, vocation à te t'inquiète pas. changer. Je te rassure, au contraire, reste comme tu es. Pour le prochain Oui. épisode, si tout se passe comme on l'a prévu. Oui, on voulait faire des choses différentes et finalement on fait quand même. Oui, alors à la base, on voulait faire un petit débat en mode chill vacances, et puis il y a un petit peu d'actu quand même intéressante, et puis on va peut-être arriver à avoir un invité en rapport avec l'actu, donc on s'est dit, on va quand même essayer de vous faire une petite gazette du soufre avec 2 sujets. On va essayer de pas en mettre plus, Corée. 2 sujets qui Voilà. nous tiennent à cœur. Message à l'actualité, on aimerait avoir nos vacances, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez concentrer vos polémiques en juin ou en septembre? Mais nous, on aimerait juste faire des débats, en fait. Merci, l'actu. Voilà. Ah, bonjour tristesse. Ce sera le mot de la fin, je pense. Sur ce, est-ce que tu passerais pas des bonnes vacances, Roland? Écoute, je vais essayer de passer des bonnes vacances. J'ai une pile à lire de dingo. J'ai fait 2 reco-lectures pour la pile à lire de Choix-Pitre. J'en ai déjà lu une sur les 2. Je suis à un bon tiers de la deuxième, donc je tiens le bon bout. Sauf que en parallèle, il faut que je me tape une lecture sur les sirènes pour l'épisode du Friki. Oh là 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 là. Donc j'ai un roman sur les sirènes à lire, voilà. Et j'ai plein d'autres trucs. Et j'ai une grosse bio aussi à potasser, puisque j'ai acheté... C'est moi qui vais... Ah, ça me fait plaisir, ça. On va un peu changer les rôles. C'est moi qui ai acheté la pavasse de bio pour le prochain dossier de la soufrière. Donc c'est moi qui vais lire la bio. Et c'est un gros morceau aussi, et je pense qu'il va même pas tenir dans la valise, si bien que je pense que soit je vais le garder pour lire avant de partir, ou alors vraiment quand je rentre dans la foulée, parce que sinon ça va être chaud patate. Bref. Bon, sur ce, les amis, à bientôt pour le prochain épisode de la soufrière. À bientôt. Et n'oubliez pas vos petites allumettes. Si vous aviez une fille, Françoise Sagan, vous aimeriez avoir des enfants? Oui. Si vous aviez une fille, est-ce que vous accepteriez, je ne dis pas vous souhaiteriez, quelle est de l'amour l'expérience qu'ont vos jeunes filles dans vos livres? Si j'avais une fille, je lui souhaiterais de rencontrer à 20 ans un homme qu'elle aime, de l'épouser et de passer sa vie avec. Mais si c'est un coup de chance qu'il arrive une fois tous les 1000 ans. Alors si ça se passe pas pour elle comme ça, je lui souhaite de vivre, d'essayer, de faire différentes expériences, oui. Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives? Enfin, moi je dis ça, je dis rien.